Alors, je vous souhaite officiellement la bienvenue à cette deuxième journée de notre quatrième édition des Rendez-vous Gérin-Lajoie. C'est un réel plaisir de vous accueillir, nombreux malgré la panne de métro, j'en comprends. On a reçu beaucoup de messages de gens prisonniers un peu partout du métro. Alors, les gens vont arriver au fur et à mesure. Merci d'être là, ça fait plaisir. Mon nom est François Audet, je suis professeur titulaire à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Je suis directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal qui organisons les Rendez-vous Gérin-Lajoie et je suis aussi directeur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire, ce qui fait que cette journée, ce panel-ci et celui qui suivra sont évidemment particulièrement importants à mes yeux. Nous commençons avec ce panel qui est organisé avec nos collègues et amis de la Croix-Rouge canadienne. Donc, plusieurs sont dans la salle ou en virtuel. Je les salue, je les remercie beaucoup. En collaboration également avec l'équipe de l'Observatoire canadien sur les crises de l'action humanitaire. Merci beaucoup à toute l'équipe. La présente conférence s'inscrit donc dans la foulée de l'intérêt global grandissant pour les questions liées notamment aux cyberguerres et à l'intelligence artificielle au sein du droit humanitaire international. Cette conférence aussi fait écho au thème annuel que le comité scientifique de l'IEM a identifié, à savoir les progrès et les défis de l'IA dans le monde, dont d'ailleurs notre conférence d'hier fait foi. L'intelligence artificielle a et aura des conséquences sur le droit humanitaire international. Si d'un côté, l'IA peut être utilisée pour analyser d'énormes quantités de données, évidemment qui dépassent la capacité humaine, provenant de sources infinies, afin de détecter des signes précurseurs de conflits armés, de violations des droits humains, que l'IA peut utiliser la vision par ordinateur et l'analyse du langage naturel pour surveiller, documenter les violations du DHI dans les attaques contre les civils, les déplacements forcés, aussi les risques de torture. L'IA est aussi une menace dans le sens qu'il y a des risques bien réels, et ce n'est pas de la science-fiction, du développement d'armes autonomes dotées de capacités de manière indépendante à l'action humaine. Alors évidemment, dans les champs de bataille, et ce n'est pas de la science-fiction encore une fois, l'IA peut aussi introduire des biais dans les systèmes de prise de décision, ce qui peut affecter la manière dont les règles du droit sont interprétées et appliquées. Alors, comme je l'ai fait hier, vous comprendrez bien que c'était beaucoup trop intelligent pour moi, ces réponses. C'est ChatGPT qui m'a fourni ces informations. Alors, lorsqu'on interroge directement l'intelligence artificielle pour lui demander quelles sont les conséquences potentielles de ton arrivée sur le DIH, c'est des éléments d'information qu'on propose. Donc, ChatGPT, bien conscient déjà, si un tel mot peut être utilisé, des risques et des menaces potentielles. Alors, voilà un peu la table que je viens de mettre pour le panel. Je remercie la docteure Sophie Rondeau, directrice et conseillère juridique éducation humanitaire à la Croix-Rouge canadienne, diplômée de l'UQAM, bienvenue chez toi, et chercheur associé aussi à l'OCA, d'avoir accepté de modérer cet événement. Je te laisse la parole et le plaisir de présenter nos panélistes experts. Merci beaucoup, François. Merci. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Je veux vous remercier, vous, premièrement, les personnes qui sont dans la salle avec nous et les personnes qui sont en ligne. C'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Toutes les règles, tous les développements qui s'appliquent dans les situations de conflit armé, on est très mobilisés sur ces sujets-là dans l'actualité, mais le développement de l'intelligence artificielle est quelque chose qui nous mobilise particulièrement. Dans la salle, je vois des gens de la communauté étudiante, des collègues, des fellows de l'Institut. Alors, on se sent vraiment privilégiés. La Croix-Rouge fait depuis 2015 un événement conjoint autour du droit humanitaire avec l'IEM. Donc, on se sent à la maison ici. On est très, très reconnaissant de pouvoir continuer d'engager un dialogue académique, mais aussi très ancré dans les opérations sur le terrain, d'avoir la possibilité de poser des questions qui sont difficiles à répondre. Pour nous, c'est un terreau extrêmement fertile qui complémente très, très bien notre approche humanitaire sur le terrain, qui touche à des questions parfois complexes, mais toujours fondamentales au niveau du respect de l'humanité de chaque individu. Alors, pour cela, je vous remercie et je remercie avec de tout cœur l'IEM de continuer ce partenariat-là à travers les modes virtuels, les modes hybrides en personne. En 2015, on se retrouvait à la
grande bibliothèque. Pendant quelques années, on s'est retrouvés sur Zoom, on s'est retrouvés sur Teams après. Et puis maintenant, on se retrouve en personne et il y a des gens qui sont en ligne avec nous. Alors, je pense que ça démontre une belle résilience, une flexibilité qui est propre au milieu de l'humanitaire. Alors, je vous remercie beaucoup. Avant d'avoir la chance de vous présenter nos 3 panélistes, je le ferai tout d'un coup, comme ça on pourra leur laisser le plancher par la suite. Je ferai une gestion militaire du temps, puisque c'est des journées chargées qu'on a. Il y aura un autre événement qui commencera à 3 heures, mais on aura des discussions particulièrement enlevantes. Mais avant de le faire, j'aimerais céder la parole à Maître Fanny Dagenet-Dion, qui va venir mettre la table. Elle va faire un tour de force, mais on est habitué à la Croix-Rouge de faire ça. On lui donne un 15-20 minutes pour venir nous dire les bases du droit international humanitaire. Qu'est-ce qui est le cadre juridique qui s'applique dans des contextes de conflit armé et comment ça interagit avec les notions ici qu'on voit d'intelligence artificielle. Donc, Fanny, avec un support visuel, viendra nous mettre la table pour pouvoir ensuite s'engager dans une discussion. Alors, Fanny, la parole est à toi. Merci beaucoup, Sophie. Bonjour tout le monde. Je suis très contente d'être ici. Je suis contente de vous voir. Je veux aussi en profiter pour saluer les gens qui sont en ligne avec nous. Déjà, là, dans le chat, on voit qu'il y a des gens qui sont en direct de plusieurs pays de la francophonie. Donc, on est très contents et contente que vous soyez ici. Donc oui, ma présentation aujourd'hui, c'est vraiment une introduction au droit international humanitaire. On veut que vous ayez une petite base en DIH. Ça va vous permettre de peut-être mieux comprendre certaines des discussions qui vont avoir lieu par la suite, puis aussi à nos panélistes de pouvoir aller directement dans le fond du sujet sans avoir à faire cette introduction-là. Donc, c'est un peu ce à quoi ça va servir. On va terminer un petit peu en mettant la table avec l'interaction entre le droit international humanitaire, le DIH, puis l'intelligence artificielle. Donc, pour commencer, pour vous expliquer ce qu'est le DIH, il faut aussi que je vous présente ce que ce n'est pas. Donc, pour commencer, on va faire une petite distinction ici là, entre le droit de faire la guerre et le droit dans la guerre. Donc, techniquement, si on se fie à la Charte des Nations unies, la guerre est illégale. On commence comme ça. Donc, il y a des exceptions, évidemment, là, la légitime défense et l'autorisation du Conseil de sécurité, mais si on se fie à la Charte, la guerre serait illégale. Donc, ça peut nous permettre à nous demander pourquoi il y a un droit dans quelque chose qui serait techniquement illégal. Donc, entre le droit de faire la guerre et le droit dans la guerre, le DIH va s'intéresser à le droit dans la guerre. On reconnaît que la guerre est interdite, mais on reconnaît aussi que c'est une réalité. Donc, ça va s'appliquer sans égard à la légalité du conflit. Que la guerre qui se passe soit considérée comme légale ou non, le droit international humanitaire ne va pas regarder ces critères-là et va s'appliquer étant donné qu'on veut protéger les gens des effets, justement, des conflits armés. Donc, toute personne affectée va être protégée, sans égard au fait que la guerre soit légale ou pas. Quand est-ce que le droit international s'applique? Donc, le droit international humanitaire s'applique. Ça ne s'applique pas dans toutes les situations. Il faut absolument qu'on soit dans une situation qui soit qualifiée de conflit armé. Donc, des conflits armés, il y en a 2 grandes catégories qu'on va vous présenter. Si on ne tombe pas dans ces catégories-là, le DIH ne s'appliquera pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres corps de droit qui vont s'appliquer. Là, évidemment, le droit international, de manière générale, va continuer à s'appliquer, mais on ne sera pas dans le cadre juridique qui est réservé aux conflits armés. Donc, le premier conflit armé qui va mobiliser l'application du DIH, c'est le conflit armé international, qu'on appelle aussi CAI. Donc, ça, c'est pas mal l'idée pour laquelle le DIH a été créé. C'est quand on est dans un contexte international, il y a 2 conflits qui sont en guerre. 2 conflits qui sont reconnus, 2 pays qui sont en guerre. Donc, quand il y a des frontières d'impliquer, on va être dans un conflit armé international. Le droit international humanitaire commence à s'appliquer dès la première démonstration de force entre ces 2 pays-là. Puis, il va s'appliquer en totalité. Là. Donc, on a les conventions de Genève qui vont s'appliquer, on a les protocoles additionnels aussi, puis, évidemment, les autres sphères de droit, donc les droits humains et le droit national. On a aussi le conflit armé non international, qu'on va appeler aussi CANI, qui va mobiliser l'application du droit international humanitaire de façon un peu différente, mais le DIH va s'appliquer quand même. Quand on parle d'un conflit armé non international, évidemment, on parlait de frontières tantôt, là, c'est un conflit qui se passe à l'intérieur des frontières d'un pays. Donc, c'est généralement, là, ça peut être entre les forces armées du pays puis un groupe armé non étatique ou entre 2 groupes armés non étatiques dans les frontières d'un même pays. Donc, dans ce cas-là, le droit international humanitaire va s'appliquer de manière un peu différente. Donc,
il y a des articles, un article des Conventions de Genève qui est assez large et qui demande un traitement humain dans les cas de conflit armé non international. Cet article-là va s'appliquer et le reste ne s'appliquera pas. Mais dans le fond, le DIH s'applique quand on est dans une situation de conflit armé non international. Encore une fois, les droits humains et le droit national vont continuer à s'appliquer. Par contre, puis il y a 2 critères pour qu'on puisse qualifier une situation d'un conflit armé non international. Le premier critère, c'est le niveau de violence. Donc, il faut quand même qu'il y ait un niveau de violence suffisamment élevé pour qu'on puisse qualifier de conflit. Puis, il faut que les groupes qui soient en conflit soient à un certain niveau, degré d'organisation. Si ces 2 critères-là sont remplis, on va qualifier la situation d'un conflit armé non international et le droit international humanitaire va s'appliquer. Si un de ces critères-là n'est pas rempli, donc s'il y a un conflit mais que le groupe armé n'est pas assez organisé ou si le niveau de violence n'est pas suffisant dans les frontières d'un même pays, on ne va pas qualifier ça de conflit armé et le droit international humanitaire ne s'appliquera pas. Donc, on ne va pas appliquer les conventions de Genève. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de droit. Il y a plein d'autres domaines de droit, des droits internationaux et de droits internes qui vont continuer à s'appliquer. Donc, on pourrait parler, s'il y a une manifestation qui est violente, il y a peut-être un degré de violence, mais si le groupe non étatique qui est là n'est pas suffisamment organisé, on ne dira pas qu'on est dans une situation de conflit armé. Donc, en gros, un conflit armé, ça peut être international, non international, et dans les 2 cas, le droit international humanitaire va s'appliquer. Quand on parle de droit international humanitaire, qu'est-ce que c'est? Je vous ai parlé un peu des conventions de Genève. En gros, la définition très, très large, c'est que le droit international humanitaire, c'est un ensemble de règles qui, pour des raisons humanitaires, cherchent à limiter les effets des conflits armés. Donc, on disait tantôt, on reconnaît que la guerre, c'est une réalité. Tant qu'à ce que la guerre existe, soit une réalité, on veut qu'il y ait des règles une fois que les hostilités ont lieu pour protéger justement des personnes et limiter les effets des conflits armés. Comment on fait ça, limiter les effets des conflits armés? Il y a 2 grandes catégories. Donc, on a ce qu'on appelle le droit de Genève et le droit de La Haye. Le droit de Genève se concentre sur la protection des personnes. Donc, on veut que les personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités soient protégées des effets des conflits armés. Les personnes qui ne participent pas, on pourrait donner comme exemple les civils. Les personnes qui ne participent plus, on peut parler des prisonniers de guerre, donc qui étaient des combattants et qui sont emprisonnés pour la durée du conflit, ou des soldats qui sont blessés aussi, qui ne sont plus en mesure de participer. Ces personnes-là ne participent pas ou plus aux hostilités, donc on veut les protéger par le DIH. On demande évidemment là, un traitement humain pour ces personnes-là. On a aussi la restriction des moyens et des méthodes de guerre, donc le droit de La Haye. Donc ça, on va plus regarder les armes. Ça a le même but, c'est aussi pour limiter les effets des conflits armés, mais le but, c'est vraiment, on va regarder certaines armes, si certaines armes ne nous permettent pas d'appliquer justement le DIH, d'être proportionnel et de pouvoir distinguer justement qui se bat pas, bien, c'est des armes qui vont soit être limitées, soit carrément interdites selon le droit international humanitaire. Donc, il y a plusieurs conventions là, qui ont été adoptées par plusieurs pays pour interdire l'utilisation de certaines de ces armes-là. Le DIH a des règles de base qui sont assez larges et qu'on va regarder ensemble. Ça va vous permettre d'avoir un œil différent sur la conversation qui va suivre. Donc, il y a 3 principes de base en droit international humanitaire. Et ces 3 principes-là existent pour qu'on garde toujours l'équilibre entre la nécessité militaire d'un côté, puis les considérations humanitaires de l'autre. Donc, on reconnaît que dans un conflit, les parties au conflit vont se battre, il y a une nécessité militaire, mais on veut s'assurer, tout ce temps-là que les hostilités ont lieu, que les considérations humanitaires sont toujours prises en compte. Donc, on veut garder ça en tête, justement en protégeant les personnes, en limitant l'utilisation de certains moyens et méthodes de guerre. Il y a 3 principes qu'on applique pour garder cet équilibre-là, qui sont les principes de distinction, de proportionnalité et de précaution. On va les regarder. Donc, vous allez voir que c'est des principes qui sont assez clairs sur papier. Évidemment, c'est toujours plus difficile l'application de ces principes-là. Mais le premier, c'est le principe de distinction. Quand on est dans un conflit, ce que les forces, que les personnes militaires et les objectifs militaires peuvent attaquer, c'est ce qui est militaire. Ce qui est civil et protégé. Donc, on fait vraiment la distinction entre un objectif militaire et un objet civil. On a aussi les emblèmes donc de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qu'on ne peut pas attaquer, ce qui fait en sorte que les attaques indiscriminées sont interdites. Il faut toujours qu'on puisse appliquer
le principe de distinction, donc qu'on sache, le militaire attaque le militaire seulement. S'il y a des attaques qui font en sorte qu'on ne pourrait pas faire la distinction entre qu'est-ce qui est militaire, qu'est-ce qui est civil, c'est des attaques qui sont interdites. Fait que ça, c'est distinction. On distingue le militaire du civil. Puis quand je dis le militaire du civil, je parle de manière plus large, ça peut être les personnes comme les objets ou les armes, ou les endroits, en fait. Le deuxième principe, c'est le principe de proportionnalité. Donc, dans toutes les attaques qui sont faites dans un conflit armé, on veut toujours garder un équilibre entre l'avantage militaire anticipé par une attaque, puis les pertes civiles collatérales attendues. Il faut toujours que cette relation-là entre ces deux pôles-là ne soit pas excessive. Donc, j'ai un petit exemple ici là, qui illustre, à mon avis, assez bien le principe de proportionnalité. Ce qu'on voit, c'est techniquement, c'est des tanks, donc ce sont des objectifs militaires. Là. Ça a une fonction militaire. Et ils visent 2 soldats avec une arme devant un village de civils. Donc, si on regardait juste le premier principe, le principe de distinction, on voit que c'est peut-être pas super exact, mais les tanks sont en train de viser les soldats. Donc, ils appliquent la distinction. Ils visent ce qui est un objectif militaire. Par contre, ce principe-là, à lui seul, ne suffit pas. Si tous ces tanks-là attaquent en même temps les 2 soldats, on imagine que, si on revient ici, les pertes civiles collatérales attendues vont peut-être, probablement, excéder l'avantage militaire anticipé, qui serait d'attaquer 2 personnes et une arme. Donc, même si on applique le principe de distinction, c'est important de se rappeler qu'il faut toujours que les attaques respectent la règle aussi de proportionnalité. Donc, ce serait une attaque qui, même si on vise les objectifs militaires, ce ne serait pas une attaque qui serait permise parce qu'elle n'est pas proportionnelle. Puis le troisième principe, c'est le principe de précaution. Donc, lui, on l'utilise, moi, je le vois surtout comme un filet de sécurité qui rappelle que l'application des 2 premiers principes doit se faire en tout temps. Donc, il faut toujours vérifier que les objectifs ciblés, ce sont des objectifs militaires. Il faut toujours garder en tête le principe de proportionnalité quand on choisit le type d'arme qui va être utilisé. Quand c'est possible, on peut faire des avertissements préalables. C'est ce qu'on voit sur l'image, justement. C'est une population civile qui reçoit un avertissement de l'heure et du lieu de la prochaine attaque, donc pour s'assurer que les civils ne soient pas présents sur les lieux à ce moment-là. Puis, c'est une évaluation qui doit se faire de façon continue. Donc, quand un groupe armé planifie l'attaque à venir, ce n'est pas juste au début qu'il faut qu'on fasse l'évaluation de ces principes-là, c'est une évaluation qui se fait en continu. Puis, si à un certain point dans cette évaluation-là, on se rend compte que l'attaque ne correspond pas aux critères ou ne correspond plus aux critères, le droit international humanitaire demande d'annuler cette attaque-là parce qu'elle ne respecterait plus les principes de base. Donc ça, ce sont les 3 principes. Évidemment, sur papier, ils sont assez clairs et on comprend que la situation des conflits armés est complexe. C'est plus difficile à les appliquer. C'est une évaluation qui doit se faire de façon attentive, mais ce sont les principes de base du DIH. Donc, on a aussi la régulation des moyens et des méthodes de guerre. Donc, on vous sort un petit article de la 4e Convention de la Haye qui dit que les belligérants n'ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l'ennemi. Donc, il y a plusieurs conventions qui ont été adoptées pour interdire l'utilisation de certaines armes. Il y en a quelques exemples ici, mais je vous rappelle cet article-là, surtout pour la conversation qui va suivre. Donc, il y a certaines armes qui vont être interdites, qui vont être limitées. C'est important de garder ça en tête. Quand on regarde l'intelligence artificielle, on voit que c'est un nouveau domaine. Il n'y a pas encore nécessairement toutes ces conventions-là qui sont adoptées, mais il faut garder en tête que le droit international humanitaire peut justement limiter l'utilisation de certains moyens et de certaines méthodes de guerre. Finalement, je vous donne un petit exemple, un petit extrait de la première Convention de Genève. C'est un article qui revient dans les autres instruments aussi, qui rappelle que les États, en ratifiant les Conventions de Genève, s'engagent aussi à poursuivre les gens qui commettent une ou l'autre des infractions graves. Donc, quand on parle d'infractions graves, on peut parler d'homicide intentionnel, de torture, de traitement inhumain. Donc, il y a plusieurs, la liste est là, vous pouvez en prendre connaissance. Mais c'est pour dire que les pays s'engagent à poursuivre et à donner des sanctions contre les personnes qui vont commettre l'une de ces infractions graves-là. Donc, un des exemples de poursuites qu'il y a, c'est par la Cour pénale internationale, qui est un organisme judiciaire chargé de juger les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, de génocide et les crimes d'agression, qui sont commis par un ressortissant d'un État parti ou dans le territoire d'un État parti aussi.
Je vous nomme cet exemple-là parce que c'est important de garder en tête aussi les enjeux de responsabilité pénale quand on parle d'intelligence artificielle. Qui serait la personne qui pourrait être jugée devant la Cour pénale internationale, par exemple, ou par son pays aussi à l'interne? Tout ça, qui est une grande introduction très, très vague au droit international humanitaire, pour vous présenter un peu les liens qu'il peut y avoir. C'est vraiment une introduction. J'ai aucun doute que nos panélistes vont aller plus en détail là-dedans. Mais pour vous montrer un peu l'interaction qu'il peut y avoir avec le droit international humanitaire tel qu'il est dans les conventions de Genève, qui ont été adoptées en 1949, donc pas au moment où l'intelligence artificielle était la priorité et la préoccupation, mais comment ces instruments-là peuvent être en interaction avec la réalité aujourd'hui. Donc, que ce soit pour l'intelligence artificielle ou pour plusieurs autres moyens et méthodes de guerre, il y a une émergence de nouvelles méthodes, de nouveaux moyens. C'est quelque chose qui arrive dans les situations de conflit. Donc, les conventions de Genève existent et sont en mesure aussi d'encadrer l'utilisation de ces nouveaux moyens-là, mais ça peut être plus difficile. Donc, l'application des 3 principes de base dont je vous ai parlé, mais comment ça fonctionne quand on parle, par exemple, d'une arme qui est régie par l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est une arme qui va être capable d'appliquer le principe de distinction, donc qui va être en mesure d'évaluer si la cible à attaquer est une cible qui est militaire ou civile? Est-ce que c'est une arme qui va être en mesure de faire une évaluation du principe de proportionnalité? Donc, est-ce que les systèmes, je ne suis pas ingénieur, fait que j'utilise des mots très, très vagues pour dire les systèmes, là, les gens qui connaissent les détails sont probablement plus en mesure de détailler ça, mais faire l'évaluation de est-ce que cette attaque-là va avoir des répercussions qui sont proportionnelles aux objectifs. Il faut que l'arme puisse tenir compte de ça. Et les précautions, justement. Donc, cette espèce d'évaluation-là continue de savoir est-ce que mon attaque respecte toujours les principes de droit international humanitaire. C'est quelque chose qui est important que tous les nouveaux moyens et les nouvelles méthodes de guerre puissent prendre en considération. Puis, c'est sûr qu'un autre point important quand on parle d'intelligence artificielle, c'est la responsabilité. Donc, il faut voir qui va être responsable. S'il y a quelque chose qui arrive et qui crée une grave violation du droit international humanitaire, qui sera la personne qui aurait eu ou pu avoir un rôle à jouer dans tout ça? Fait que ça, c'est plus le côté conduite des hostilités, là. Donc, la limitation des moyens, des méthodes, des armes qui peuvent être utilisées. Mais ça va aussi plus loin quand on parle de protection des personnes. Je pense qu'on est tous au fait qu'on ne connaît pas tout de l'avenir de l'intelligence artificielle, même pas du présent de l'intelligence artificielle, je crois. On ne connaît pas tout de ça. Donc, je pense que c'est surtout des questions qu'il faut qu'on soit appelé à se poser maintenant et à l'avenir pour protéger les personnes qui sont affectées par les conflits armés. Donc, on va parler des personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les personnes qui sont protégées, c'est les personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités. Mais quand on parle d'intelligence artificielle, il y a de plus en plus d'intégration des personnes civiles dans certaines attaques. Une personne qui participe aux hostilités, est-ce que c'est quelqu'un qui serait dans son sous-sol en train de créer un logiciel, en train d'appliquer ce logiciel-là? Donc, ça rend les lignes d'application un peu plus floues. Donc, c'est important de voir ça. Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle aussi, il y a quand même des êtres humains au bout de ça qui appliquent les logiciels à la base. Bien, comme tous les êtres humains, ces personnes-là peuvent avoir des biais. Donc, si on applique quelque chose qui va être systématique, est-ce qu'on est certaine qu'on va prendre en compte cette espèce de neutralité-là et s'assurer qu'il y ait le moins de biais possible? Puis, en ce moment, il y a beaucoup de conversations sur l'expression « human in the loop ». Donc, pour qu'il y ait des attaques générées par l'intelligence artificielle, on a besoin quand même d'un degré de contrôle humain qui va être détaillé, évidemment, plus tard. Mais en ce moment, c'est un peu ça qu'on garde en tête. Il faut quand même qu'il y ait quelqu'un, une personne qui est capable de distinguer le bien du mal, le civil du militaire, qui soit impliqué. En ce moment, c'est ça. On reconnaît que l'intelligence artificielle, c'est un monde qui est mystérieux et qui le deviendra de plus en plus parce que ça continue à évoluer. Mais pour l'instant, c'est un peu la mise en situation qu'on peut faire et l'interaction avec le droit international humanitaire. Donc, ce serait... Ah oui! Puis là, qu'est-ce qu'on fait, nous, au Canada? Est-ce qu'on a des exemples de c'est quoi notre lien avec l'intelligence artificielle? On voulait vous donner un petit exemple en ce moment qui a un projet de loi qui est en discussion à la Chambre des communes qui s'appelle le projet de loi C-27, donc la loi édictant
la loi sur la protection de la vie privée des consommateurs, la loi sur le tribunal de la protection des renseignements personnels et des données, et la loi sur l'intelligence artificielle et les données appartenant à des modifications corrélatives et connexes à d'autres lois. Très long titre de loi, mais c'est pour dire que le gouvernement est en train de se pencher sur cette application-là, l'intelligence artificielle, la place de l'intelligence artificielle dans plusieurs domaines. Donc, ça a été déposé à la Chambre des communes le 4 novembre 2022. C'est en discussion en ce moment. Il y a des commissions parlementaires sur le sujet. Donc, nous, on est impliqués dans ces discussions-là. On veut toujours rappeler que le droit international humanitaire doit prendre en compte de cette évolution-là de l'intelligence artificielle. Puis, j'ouvre la porte à ce que ça puisse être discuté plus en détail aussi. Donc, c'était mon introduction sur le DIH. Maintenant que c'est dit, je vais laisser la parole à nos panélistes qui vont pouvoir aller plus en détail dans certains de ces éléments qui ont été mentionnés. Puis, ce serait tout pour moi. Merci. Merci beaucoup, Fanny, pour ce tour de force vers le survol du droit humanitaire. C'est quelque chose qu'on fait souvent à la Croix-Rouge. Je vous mentionne pour les personnes intéressées, si les activités de diffusion, de dissémination, d'éducation en droit humanitaire vous intéressent au Québec, Fanny est votre personne de contact. N'hésitez pas à relancer le dialogue avec elle si ça vous intéresse. Je mentionne aussi sur la dernière vignette le projet de loi C-27. La Croix-Rouge et le Comité international de la Croix-Rouge, on a fait une comparution parlementaire pour commenter, puisqu'à ce moment-ci, le secteur de la défense est exclu de l'application de cette loi-là et il n'y a pas de considération de l'impact de développement de l'intelligence artificielle sur les effets des conflits armés. Donc, c'est ce qu'on appelle un angle mort et c'est quelque chose qui doit être adressé. On voulait le mentionner parce qu'on ramenait aussi la question qui est plus théorique sur un terrain plus concret, qui relie un peu des enjeux internationaux à des considérations très, très pratiques qui nous touchent ici au Canada. Alors, merci beaucoup, Fanny. Je vous donne un peu le topo de comment ça va se dérouler notre moment ensemble jusqu'à 3 heures cet après-midi. Et puis après, je retourne et puis on va pouvoir écouter nos panélistes. Chaque panéliste aura 12 minutes bien senties pour faire sa présentation que j'encadrerai de façon bienveillante, mais très, très stricte. Après quoi, on pourra avoir une période d'échange sur le panel. Vous allez voir les profils des gens qui sont avec nous. On est très choyés, très complémentaires et pourra amener des discussions qui nous amènent assez loin. On aura une période de discussion et après, on ouvrira aux échanges dans la salle. Ce que je vous demanderai, quand vous allez voir que la période de discussion prend forme au panel, si vous avez une question urgente ou non, je vous invite à aller au micro derrière. On verra les personnes qui se présenteront, puis on prendra 2-3 questions dépendant du degré d'affluence. Pour les personnes qui nous rejoignent en ligne, Fanny fera un monitoring minimal du chat, mais elle essaiera de capturer l'ensemble des questions et sera votre voix. Elle ira à l'arrière et posera les questions. Comme on a dit, on va essayer d'avoir plus une discussion, alors on regroupera les questions ensemble. C'est entre autres la raison pourquoi je suis avec vous aujourd'hui, c'est pour pouvoir récapituler tous ces éléments. Pour ne pas intervenir toujours entre les panélistes, je vais vous lire tout de suite les notices biographiques de chacun de nos intervenants en vous invitant à les googler, puisque maintenant les notices sont disponibles en ligne souvent. Des profils extrêmement intéressants. On est très choyés de les avoir parmi nous. Notre premier intervenant sera M. Claude Ruderlein. C'est un expert en négociation complexe. Pendant plus des 30 dernières années, il a dirigé et participé à beaucoup de négociations dans une quinzaine de pays, des contextes particulièrement faciles, Corée du Nord, Afghanistan, Israël, territoire palestinien occupé, Arabie saoudite, Yémen, Soudan du Sud, Niger. M. Ruderlein est vraiment la personne toute désignée pour venir nous parler de ce contexte particulier qui est celui de la négociation puis l'utilisation des développements technologiques à ces fins-là. Il enseigne depuis plus de 20 ans la négociation de crise à l'Université de Harvard. Et de 2012 à 2023, il a occupé le poste de conseiller stratégique auprès du président du Comité international de la Croix-Rouge. Le Comité international de la Croix-Rouge étant un des organes qui est l'organe lead, on pourrait dire, dans les situations de conflit armé au sein du mouvement de la Croix-Rouge. Donc, les questions de DIH ne lui sont pas étrangères et ça sera sûrement quelque chose qui sera soulevé dans le cadre de la période de discussion. En octobre 2016, M. Ruderlein a créé le Centre de compétences en négociation humanitaire avec le soutien de l'ONU, de MSF et du CICR. Ça permet la formation d'une première communauté mondiale de praticiens et de négociation humanitaire. Et plus récemment, il a exploré le rôle potentiel de l'intelligence artificielle dans la planification et la gestion des négociations complexes. C'était donc tout donné de le recevoir aujourd'hui puis de voir un peu quel est le résultat de son travail en ce moment pour qu'on puisse ancrer ça dans quelque chose de particulièrement contemporain.
Après l'intervention de M. Bruderlein, on aura la capitaine de corvette Amélie Aubu, qui est directrice adjointe et avocate militaire à la direction du droit international et opérationnel pour le cabinet du juge avocat général des Forces armées canadiennes. Il n'y a pas seulement à la Croix-Rouge qu'on a des très longs titres, comme vous pouvez le constater. Depuis qu'elle a joint les Forces armées canadiennes en 2015, elle a occupé plusieurs postes à des niveaux stratégiques, des niveaux opérationnels et des niveaux tactiques. Donc, elle pourra nous amener une perspective assez complète du point de vue militaire des différentes considérations qui sont prises en cause quand on représente un État, comme c'est le cas ici avec les Forces armées canadiennes. Elle a également été sélectionnée par la ministre fédérale des Femmes et de l'égalité des genres en tant qu'experte pour l'adoption de la stratégie fédérale sur la prévention de la violence fondée sur le genre. Avant de rejoindre la vie militaire en tant que civile, le capitaine de corvette Aubu a été avocate en litige. Elle a été chargée de cours et elle a été clerk à la Cour suprême du Canada. Elle est titulaire d'une maîtrise de l'Université de Cambridge, en plus d'être diplômée des facultés de droit de l'Université d'Ottawa et de l'Université de Montréal. Je vous l'avais dit, on a des profils assez costauds et ça ne se termine pas là puisque notre dernier intervenant est chez lui ici. C'est professeur Bernard Duhem, qui est professeur titulaire de droit international au département des sciences juridiques de l'Université du Québec à Montréal. Il enseigne principalement le droit international des droits humains et se spécialise dans le système interaméricain de protection des droits de la personne. Il a également été membre du groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires qui se rapportait au Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations unies, et ça de 2014 jusqu'à 2021. Donc, il y a une expertise ici qui est particulièrement pertinente et qui fait encore ici le lien entre une approche théorique, mais un côté extrêmement pratique qu'il a démontré pendant plusieurs années dans ce groupe de travail-là. Il est Associate Research Fellow à l'Académie de Genève, Geneva Academy, même si tout se déroule en anglais, mais on va quand même l'appeler en français, où, si je ne me trompe pas, c'est là qu'il a développé cet intérêt de recherche sur l'intelligence artificielle. Professeur Duhem a fondé et dirigé la CIDU, la clinique active ici au sein de l'UQAM, qui a un rayonnement assez impressionnant. Je vous souligne aussi que professeur Duhem a présenté une conférence semblable à l'Université d'Alberta cet automne dans le cadre des conférences de la Croix-Rouge. Donc, nos conférences de DIH ont une portée nationale et on avait eu la chance d'avoir le professeur Duhem présenté lors de cet événement-là. Alors, sans plus attendre, je vais aller m'asseoir. Je vais céder la parole à M. Claude Bruderlein qui viendra nous présenter un projet entre l'intelligence artificielle et la négociation humanitaire qu'il a mené avec l'Université d'Harvard et Frontierline Associates. M. Bruderlein, la parole est à vous. Alors, merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous. Merci pour cette invitation. J'apprécie aussi beaucoup la mise en table. De ce sujet-là. Moi, je vais essayer de le mettre en bouche. Hein? Je crois que l'intelligence artificielle et le droit humanitaire sont vraiment dans une trajectoire en collision. Et c'est pour ça que vraiment on va mettre l'emphase sur ce point-là. Vous savez, en droit humanitaire, et j'ai travaillé sur le droit humanitaire pendant des décennies, le droit humanitaire est vraiment un projet de réguler l'utilisation de la force en situation de conflit. Et malgré qu'on voit tout le droit positif qui a été écrit depuis plus de 150 ans, on voit aussi que les grands champs d'opération de protection se passent dans la marge de ce droit, c'est-à-dire le champ d'application. Pour une grande part, c'est le champ d'application qui est contesté. On dit, oui, mais ce n'est pas un conflit armé, ou ce n'est pas un conflit armé international, ce n'est pas des combattants, ce n'est pas des prisonniers de guerre. Il y a beaucoup de contestations dans la formulation du droit, et les parties vont contester que ce n'est pas un territoire occupé, par exemple. Bref, et le travail des juristes, c'est surtout, ça vise à une reprise de contrôle, à étendre le champ d'application de ces normes qui, fondamentalement, ne sont pas contestées, mais de voir qu'elles s'appliquent dans les situations d'aujourd'hui. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, on est confronté avec autre chose. L'intelligence artificielle, ce n'est pas une perte de contrôle, c'est une prise de contrôle. Et on doit voir que c'est un changement très important. On ne se retrouve pas avec des armes autonomes comme on a depuis des centaines d'années. Les mines antipersonnelles, par exemple, c'est des armes autonomes. Elles ont toujours été là depuis le temps des Romains. Il y a des armes autonomes qui vont déployer une force kinétique sur leur propre mécanisme. Donc, ces armes autonomes, elles existent.
On a aussi la mise en réseau d'informations qui fait que le combattant prend des décisions sur la base d'informations qui viennent de d'autres lieux, qui rend très difficile la responsabilisation pour la décision de celui qui tire sur la gâchette. Hein. On a aussi ce genre de problème. Et l'intelligence artificielle vient s'ajouter à ça en amenant une prise de décision autonome qui va de la planification, la capture d'informations, de l'analyse d'informations et au déploiement de forces kinétiques. Et c'est dans ce contexte-là qu'à mon avis, l'intelligence artificielle est en train de changer fondamentalement le champ de bataille. Et c'est dans le champ de bataille que surtout les enjeux de l'intelligence artificielle vont nous affecter le plus. Donc, c'est dramatique, hein? On entre en matière, mais c'est très important qu'on en discute. Moi, ce que j'aimerais vous parler aussi, ici, c'est l'utilisation civile de l'intelligence artificielle. En particulier dans un autre domaine de mise en œuvre du droit humanitaire qu'on appelle la mise en œuvre opérationnelle. Beaucoup des normes, je dirais la plupart des normes de droit humanitaire sont des normes qui sont à négocier. On parle, par exemple, de l'accès humanitaire basé sur le consentement des parties. Ça veut dire que ces normes, pour qu'elles soient mises en œuvre, il va falloir qu'elles soient négociées avec les parties. La plupart des normes liées à la proportionnalité, au ciblage, par exemple, ou liées à la protection des civils, c'est souvent des normes qui disent, voilà, les civils sont protégés dans la mesure où la nécessité militaire ou l'impératif militaire le permettent. Hein. Donc, c'est pour les opérateurs, comme ceux de la Croix-Rouge, comme ceux des organisations humanitaires, d'entrer en relation avec les parties et de négocier ces accords qui vont permettre à la protection d'être mise en œuvre. Et c'est dans ce contexte-là que l'intelligence artificielle arrive, ici, avec des moyens au niveau de la planification, au niveau de la capture de l'information, de l'analyse, mais aussi de l'application de ses capacités à la négociation. Et c'est ça qu'on va regarder. En premier lieu, on doit voir que l'intelligence artificielle a démontré sa capacité de capturer et d'analyser l'information d'une manière inimaginable. Et encore, on est au balbutiement. Hein. On doit dire, l'intelligence artificielle évolue très rapidement. Tous les 6 mois, on se retrouve avec des nouveaux outils, des nouvelles capacités. Donc, ce n'est pas fini, on est en plein développement. On voit aussi que l'intelligence artificielle peut aider à mitiger les biais humains qu'on a dans cette analyse. Hein. L'intelligence artificielle n'a pas de parti pris, n'a pas d'émotion, n'a pas de peur. Elle va analyser de manière objective selon le programme, les algorithmes et les instructions qu'elle a reçues. Et que dans ce contexte-là, elle est aussi très limitée. Hein. L'intelligence artificielle n'ayant pas d'émotion ne peut pas avoir d'empathie, ne peut pas prioriser aussi, à moins qu'elle ait été programmée pour le faire sur des bases objectives et logiques. Donc, ce n'est pas demain la veille qu'on va être remplacé par l'intelligence artificielle, parce qu'elle ne peut pas improviser sur une base d'instinct ou sur une base d'expérience, à moins que cet instinct et expérience aient été capturés, analysés et transformés en instructions. Et ça, on va voir dans le cas de la négociation ce qui nous y amène. La réalité opérationnelle de la mise en œuvre, et là je dis opérationnelle à comparer sur le plan juridique, que les collègues vont parler sur le panel, c'est que les professionnels de l'humanitaire sont sous d'intenses pressions pour mettre en œuvre le droit, en particulier d'avoir l'accès aux populations vulnérables. Et ça parce qu'ils ont peu de temps, hein, c'est des situations d'urgence. C'est aussi qu'ils ont peu d'informations, ou l'information qu'ils ont peut être teintée, il peut y avoir de la désinformation, où les sources d'information sont contradictoires, ou même la capture de cette information peut paraître pour étant de la surveillance ou de l'intelligence. Bref, ils sont étrangement, même s'ils sont immersés dans la situation, c'est souvent ceux qui sont le moins informés. Je prends par exemple de collègues qui travaillent sur la situation à Gaza. C'est étonnant de voir le peu d'informations qu'ils ont en tant que telles sur cette même situation ou les enjeux autour de la situation. Plus on est proche du terrain, il semble, moins on est informé par ce qui s'y passe. Les analyses aussi, la capacité d'analyse de ces situations complexes en évolution est vraiment un grand défi parce que les organisations n'investissent pas dans cette capacité qu'on appelle d'intelligence parce qu'elle est vue comme étant souvent politique. La planification en souffre. La plupart des gens qui négocient dans ces situations opèrent sur une base d'improvisation. Leur expérience personnelle, leur charisme
leur suffit pour aller dans ces négociations, mais souvent avec les résultats qu'on connaît. Arrive l'intelligence artificielle, en particulier les modèles de langage naturel en particulier, pour augmenter les capacités de ces négociateurs à capturer, analyser, planifier leurs négociations, pouvoir identifier aussi la qualité de l'information, les informations qui sont douteuses de celles qui sont plus solides, pour corroborer aussi les différentes sources et de pouvoir mieux comprendre le réseautage autour de ces informations, simuler des échanges. Hein, c'est très intéressant de voir qu'avec l'intelligence artificielle, on peut opérer de part et d'autre de la table de négociation pour simuler ces échanges, planifier les tactiques, évaluer les processus et ainsi de suite. Donc, l'intelligence artificielle apparaît ici comme une forme d'assistant dans le déploiement des négociations. Ce qui est à retenir ici aussi, c'est l'importance, je regarde mon horloge, c'est l'importance que plus une négociation est adversariale, hein, hostile, plus elle est prévisible. Et ça, pour l'intelligence artificielle, c'est une bénédiction. L'intelligence artificielle cherche des patterns. Et plus elle a de patterns, plus son taux de prédictibilité monte. Et ce qu'on remarque, c'est qu'en situation de négociation hostile, que ce soit avec une partie à un conflit, ou que ce soit avec votre belle-mère ou votre voisin qui est difficile, hein, les comportements deviennent de plus en plus prévisibles. Hein. Donc, dans ce contexte, l'intelligence artificielle présente des atouts majeurs pour pouvoir prévoir les comportements des parties tierces en situation de conflit, parce que la variance, hein, on dit en termes d'apprentissage de machine, plus les biais sont hauts, plus la variance s'amincit, ce qui donne à l'intelligence artificielle une grande autorité à prévoir les comportements. Donc, elle peut analyser rapidement les informations, elle peut aussi simuler différents scénarios de négociation avec des taux de prévisibilité élevés, et elle peut s'adapter de manière dynamique à l'évolution, par exemple, à une nouvelle donnée, un nouvel acteur, une nouvelle tension dans un conflit. En pratique, comment que ça se passe? Donc, à l'Université Harvard, on est en train de développer des outils hein, qui ont un peu cette forme, c'est-à-dire qu'il y a une interface avec les usagers qui est constituée de banques de données qui viennent de l'Internet, des parties, des rencontres qui sont cumulées dans cette banque de données dans un conflit fixe, on pourrait dire d'une négociation d'accès humanitaire. Ces banques de données passent à travers des instructions. Dans ce cas-ci, on pourrait dire les règles du droit humanitaire, que ce soit pour l'accès, hein, qui est à négocier avec les parties, mais aussi les pratiques de négociation. Donc, on a intégré dans cette banque de données, dans les instructions, plus de 400 interviews de praticiens. Comment est-ce qu'on négocie l'accès humanitaire? Et l'intelligence artificielle va catégoriser l'information en live, hein, constamment, va pouvoir faire des recommandations. Par exemple, vous allez rencontrer un leader d'une tribu, un major de l'armée, il va conseiller un agenda, des priorités, des moyens de communiquer, des plans d'action, et opérer des simulations pour préparer ces rencontres, mais aussi pour préparer des formes de collaboration autour de ces rencontres. Ça nous amène ici, par exemple, dans le cas d'une négociation d'accès avec un groupe armé, ça nous amène ici à une catégorisation selon des outils qui sont mis en œuvre par des praticiens, mais maintenant qui sont informatisés. Hein. Si par le passé, les praticiens le feraient sur le papier, maintenant ils se retrouvent avec des feuilles digitales avec lesquelles elles peuvent être en dialogue. On peut, par exemple, demander à l'IA de nous fournir un narratif, une lettre, une communication, une dépêche hein, qui va remplir les données qu'on a requis au niveau de l'intelligence, soit basé sur l'expérience des praticiens ou que ce soit basé sur l'intelligence légale. Fait des recommandations pratiques au niveau tactique, suggère des tactiques de négociation et peut créer des simulations où là, on peut prévoir ce qui va se passer dans le prochain meeting. Comme j'ai dit, les taux de prévisibilité montent, plus les négociations sont hostiles. Les défis à venir, d'abord au niveau technologie. On a vraiment une tension entre confidentialité des données et l'ouverture, parce que plus les banques de données sont larges, plus elles sont, disons, intelligentes. Hein, et là, il y a une tension qu'on devra résoudre. La protection des données sensibles au niveau de l'utilisation, mais ça, c'est des soucis technologiques qui vont se résoudre à travers du hosting de ces
de ces machines et aussi la validation des résultats. En recherche, on a des groupes témoins auxquels des négociateurs vont faire ces mêmes négociations que l'intelligence artificielle et on va pouvoir comparer. Et on compare ces données avec des taux de fiabilité très élevés. Maniabilité des fonctions, formation des usagers, adéquation des outils, c'est quelque chose qui est en développement, mais finalement aussi transformation de comment les praticiens opèrent. En ce moment, les praticiens, c'est un peu comme des missionnaires. Moi, j'ai été un praticien de négociation. On dit, Claude, tu pars en Arabie Saoudite, tu vas négocier, je sais pas moi, un échange de prisonniers. Il y a peu d'informations, peu d'instructions et il y a peu de suivi. Ça, c'est la norme. Mais cette norme-là, elle ne peut plus être professionnelle. Parce qu'on a maintenant des outils d'intelligence artificielle qui permettent d'avoir une planification collective, collaboratrice, avoir une vérification des tactiques et avoir une prévisibilité, voire une probabilité de succès de ces pratiques. Voilà, donc... Voilà. Ben, je parlais assez fort, je pense qu'ils m'ont entendu au fond de l'Internet. Donc, je mentionne ici Frontline Associates parce que c'est basé au Québec, qui est en collaboration avec l'Université Harvard dans le développement de cette recherche et également dans le développement de formation pour les praticiens d'être des interfaces entre cette technologie et les organisations humanitaires pour qu'elles puissent utiliser au mieux ces technologies. Voilà. Merci. Oui, on ne pourra pas le cacher, hein? 5 pieds 2. Merci beaucoup, Claude, pour cette intervention très pertinente. Je crois que ça a jeté un éclairage particulièrement probant sur le fait de mobiliser le juridique. Hein? La mention que les normes de DIH sont des normes à négocier. Donc, on vient mobiliser le cadre juridique. Pourquoi? Bien, pour fonder, pour préparer de l'opérationnel. Pour pouvoir le mettre en œuvre, on va aller mobiliser les règles de droit. Et ensuite, cet opérationnel-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on l'utilise, on va aller magnifier, on va aller augmenter l'efficacité des opérations. Et c'est ici que vient jouer le rôle de l'intelligence artificielle. Je retiens ce dernier élément-là de dire que la norme, de dire qu'on n'a aucune information, aucun cadre, ce n'est plus quelque chose qui est acceptable puisque l'accès à cette information-là est maintenant possible et qu'on rehausse un peu le niveau. Je pense que ça jette des bases très intéressantes pour faire ce lien-là entre le cadre juridique et le cadre opérationnel. En rappelant à nos intervenants de parler dans le micro, et je vais essayer de relever le micro à une grandeur plus normale pour la suite. J'invite maintenant la capitaine de corvette Amélie Aubu à venir prendre la parole. Elle nous parlera du droit international humanitaire à l'ère de l'intelligence artificielle, une perspective militaire. La parole est à vous. Bonjour à tous, très heureuse d'être ici. Merci pour l'invitation. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous fournir une vue d'ensemble sur les initiatives, les positions du Canada en matière d'IA de manière plus générale et plus spécifiquement aussi concernant ce qu'on appelle les LAWS, les Lethal Autonomous Weapon Systems, ou ce qu'on appelle en français les SALA, les systèmes d'armes létales autonomes. Donc, mon objectif sera accompli si vous partez aujourd'hui en ayant une meilleure compréhension de ce que le Canada fait, la position du Canada sur certains enjeux, puis les enjeux propres au Canada, mais à tous les autres États également en matière d'IA et de LAWS. Donc, évidemment, je vais devoir passer assez rapidement sur qu'est-ce que le Canada fait, mais également sur ce que le ministère de la Défense fait, les Forces armées canadiennes également, quelles sont les politiques, qui sont les acteurs impliqués, à l'international aussi, au niveau de l'OTAN, des groupes d'experts gouvernementaux, les États-Unis, l'Assemblée générale et le Conseil de l'Europe. Donc, mon but, c'est vraiment de vous exposer à quel niveau le Canada est impliqué, qu'est-ce que le Canada fait, puis c'est quoi les initiatives qui se passent en ce moment en matière d'IA et en matière de LAWS. Donc, je vais utiliser LAWS, ça sera plus simple, mais si jamais il y a quoi que ce soit, vous me le direz. Je vais également vous donner quelques illustrations d'IA en matière dans le domaine militaire, parce que c'est beau d'en parler, des politiques et tout ça, mais qu'est-ce que ça mange en hiver, l'IA, dans le domaine militaire? Mon but, c'est vraiment de vous donner quelques exemples qui sont dans le domaine public d'utilisation d'IA actuellement dans le domaine militaire pour que vous ayez une meilleure compréhension de quoi est-ce qu'on parle. Est-ce qu'on parle vraiment des killer robots ou est-ce qu'on parle d'autres choses, finalement, actuellement?
Et finalement, je vais soulever quelques enjeux juridiques liés à l'utilisation de l'IA dans le domaine militaire. Il y en a une foule. Je vais me concentrer sur quelques-uns, étant donné le temps qui m'est alloué aujourd'hui. Donc, le Canada a été le premier État à se doter d'une stratégie pan-canadienne en matière d'IA en 2017 et il l'a mis à jour en 2021. Ensuite, il a adopté une directive sur la prise de décision automatisée en 2019 et la mise à jour également en 2023. Donc, on voit qu'il y a une mise à jour assez fréquente, étant donné l'avancée des technologies et de nos connaissances. Je vais passer rapidement, simplement pour des questions de temps. Si vous avez des questions par rapport à des politiques, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ensuite, le gouvernement du Canada a adopté le guide sur l'utilisation de l'intelligence artificielle générative. Et il y a également le projet de loi C-27, dont Fanny et Sophie ont fait mention, concernant la mise en œuvre de la Charte du numérique. La partie 3 de cette loi-là, qui concerne vraiment l'utilisation de l'IA, on exempte le ministère de la Défense de l'application de cette partie-là parce qu'il y a aussi d'autres règles qui s'appliquent là. Juste pour être clair qu'il n'y a pas nécessairement de vide juridique, il y a des règles qui s'appliquent au ministère de la Défense. Donc, la position du Canada est la suivante. Le Canada plaide pour la gouvernance des systèmes d'intelligence artificielle conformément au cadre juridique international existant, y compris les droits de la personne et le DIH. Donc, au niveau de la défense et des forces armées canadiennes, quelles sont les politiques? Premièrement, la politique de la défense qui date de 2017, d'un moment déjà, mais qui devrait être mise à jour prochainement et publiée prochainement. Donc, qu'est-ce qu'on y indique concernant l'IA? Il y fait mention que le Canada a été déterminé à employer les nouvelles capacités dans le strict respect du droit international et en assurant une responsabilité et une surveillance totale. Concernant les laws, spécifiquement, on y mentionne que le Canada continuera d'appuyer la participation du Canada aux discussions stratégiques internationales sur cette question lors des forums multilatéraux et que les forces armées s'engagent à maintenir ce qu'on appelle le contrôle convenable de l'humain sur la machine. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Il y a la directive conjointe du chef d'état-major et du sous-ministre de la Défense qui a été adoptée en 2017. Ensuite, il y a la stratégie des données du ministère de la Défense et des Forces armées de 2019 qui a été adoptée, où on y définit l'intelligence artificielle comme étant un système ou un composant d'un système qui imite des aspects de la cognition humaine, comme la perception, le raisonnement, la planification, de manière à réaliser des actions, que ce soit numériquement ou grâce à l'activation de systèmes physiques. Il y a par la suite la ligne directive sur l'intelligence artificielle générative qui a été adoptée et en ce moment, un des projets clés en matière d'IA, c'est la stratégie du ministère de la Défense et des Forces armées canadiennes sur l'IA qui devrait également être publiée prochainement. Donc, je passe rapidement, mais c'est vraiment pour que vous soyez au courant de ce qui se passe en ce moment et les plus récents développements et qu'est-ce qui s'en vient également. Au niveau des acteurs, premièrement, il y a le sous-ministre adjoint des politiques du ministère de la Défense nationale qui est impliqué pour l'alignement des politiques avec celle du gouvernement du Canada et celle de la Défense, pour intégrer les vues des parties prenantes, coopérer avec les partenaires internationaux pour faciliter le développement et l'accord en matière d'IA. Ensuite, il y a le sous-ministre adjoint des données, innovation et analytique qui a été créé en 2018, lui spécifiquement pour fournir une orientation et des directives sur l'utilisation acceptable des données. Il y a ce qu'on appelle le Defense CAF AI Center, qui, lui, vient coordonner l'expertise en matière d'IA et accélérer les capacités d'IA pour la défense. Et ensuite, le COL, le CAF Operational AI Lab, qui est une initiative pour stimuler l'expérimentation et l'innovation opérationnelle en matière d'IA. Il y a ce qu'on appelle CANSOFCOM, donc les forces spéciales, et CFINCOM, le commandement de renseignement au niveau des forces armées canadiennes, qui sont évidemment impliqués dans tout ce qui concerne l'IA. Et finalement, il y a le cabinet du JAG, dont je fais partie, qui sont impliqués à tous les niveaux en ce qui concerne l'intelligence artificielle au sein de l'armée canadienne, avec évidemment les avocats des affaires mondiales et du département de la justice du Canada. Donc, à l'international, l'OTAN a adopté sa stratégie pour l'IA en 2021. En 2022, les ministres de la Défense des pays de l'OTAN ont convenu de créer un comité de surveillance des données et de l'IA. Ensuite, un plan de mise en œuvre pour les systèmes autonomes a été adopté en 2022. Également, toujours en 2022, le gouvernement du Canada a annoncé qu'Halifax accueillerait le bureau régional nord-américain de ce qu'on appelle DIANA, c'est l'accélérateur d'innovation de défense pour l'Atlantique Nord.
Et plus récemment, en 2023, le comité de surveillance, justement, qui vient d'être créé, a annoncé entamer l'élaboration d'une norme de certification pour une IA qui est responsable. À l'international encore, il y a ce qu'on appelle le groupe d'experts gouvernementaux à la Convention sur certaines armes classiques qui a été créé en 2016 pour spécifiquement se pencher sur la question des laws, des Lethal Autonomous Weapon Systems. En 2019, ils ont adopté les 11 principes directeurs qui ont été approuvés par le Canada. Le groupe d'experts gouvernementaux qui recoupe une foule d'autres États marche par consensus, ce qui parfois ralentit beaucoup le processus. Mais donc, tous les principes et les décisions sont prises par tous les membres du groupe d'experts gouvernementaux. Je ne passerai pas en revue tous les principes, mais ce qui vaut la peine d'être porté à votre attention, c'est qu'on y mentionne que le droit international humanitaire continue de s'appliquer à toutes les armes, incluant celles qui ont l'IA. La responsabilité humaine dans les décisions est maintenue. L'obligation de rendre compte est nécessaire en vertu du droit international. Et il doit y avoir une évaluation des risques et des mesures d'atténuation concernant l'IA. Ensuite, le groupe d'experts gouvernementaux a aussi adopté en 2022 les principes et bonnes pratiques sur les technologies émergentes dans le domaine des laws. Le Canada ainsi que 7 autres pays ont parrainé l'adoption de cette déclaration pour vraiment favoriser l'adoption de nouvelles pratiques. Parlant de nouvelles pratiques et de bonnes pratiques, les États-Unis, en 2023, ont mis de l'avant la déclaration politique sur l'utilisation responsable de l'intelligence et de l'autonomie artificielle. Donc, cette déclaration-là a été lancée dans le cadre du sommet sur l'IA responsable dans le domaine militaire à La Haye en 2023. C'est vraiment le premier sommet qui a ouvert le débat sur davantage que l'AS dans le système militaire. Et à ce jour, il y a plus de 50 pays qui ont signé la déclaration et le Canada en fait partie. Il y a également la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU qui date de décembre dernier et le Canada a voté en faveur de cette résolution-là. Cette résolution prévoit que la communauté internationale doit agir de toute urgence face aux enjeux que soulèvent les systèmes d'armes autonomes et prie le secrétaire général de solliciter les vues des États observateurs des ONG pour lui faire un rapport sur la question à sa prochaine Assemblée. Finalement, le Conseil d'Europe est en train de travailler sur un projet de convention cadre sur l'intelligence artificielle. De la même manière que C27, toute la question de la défense est exclue de ce projet pour l'instant. Donc, quelques illustrations dans le domaine militaire. Toute l'information qui est ici est évidemment disponible dans le domaine public. Si ça vous intéresse de savoir à quoi ça ressemble, vous pouvez voir des vidéos, des images, des explications sur Internet. Je ne passerai pas en revue, et ce n'est pas exhaustif évidemment, mais je ne passerai pas en revue toutes les utilisations d'IA dans le domaine militaire, mais en voici quelques-unes. Donc, ce qu'on appelle, ils ont évidemment tous des noms très, très dignes de films de science-fiction, là. Donc, le premier, c'est l'alchimiste. Lui, il fournit au commandant d'unité des alertes en temps réel sur les menaces qui sont possibles sur le terrain et ils envoient directement au commandant cette information-là pour qu'il puisse prendre une décision en conséquence. Le Gospel, lui, soutient l'analyse de l'identification de cibles au niveau du commandement. Et donc, les commandants reçoivent l'information sur des recommandations de cibles. Et c'est à eux, avec des analystes humains, de décider si oui ou non ils décident d'engager cette cible-là. Donc, il y a toujours l'humain qui est encore impliqué dans le système ici. Depth of Wisdom, évidemment, qui est plus pertinent dernièrement, permet de cartographier les réseaux tunnels. Donc, l'outil d'analyse des big data fournit une image complète du réseau, à la fois en surface, sous terre, avec détails sur la profondeur des tunnels, par exemple, leur épaisseur, la nature des itinéraires. Donc, je vais passer rapidement pour vraiment m'attaquer maintenant à la question des enjeux juridiques. La première question, c'est la question de la définition. Il faut toujours, de base, en droit, quand on commence un cours de droit, on dit c'est quoi les définitions? Au début d'une loi, habituellement, il y a les définitions. Notre problème en ce moment, c'est que personne ne s'entend sur les définitions de rien. Alors, c'est sûr que c'est difficile d'avancer quand personne ne s'entend sur la définition. On ne s'entend pas sur la définition de laws, les Lethal Autonomous Weapon Systems, et on ne s'entend pas sur la définition de phases, les Fully Autonomous Weapon Systems. C'est ce que vraiment, c'est les phases là, qui sont identifiées souvent comme les killer robots, ceux qui fonctionnent un peu de leur propre volition. Donc, le problème, c'est qu'on ne s'entend pas sur une définition. Il n'y a pas de définition qui est internationalement acceptée dans le domaine. La position du Canada, c'est qu'il y a une distinction entre les deux, puis c'est important de la faire.
Concernant les phases, donc les systèmes d'armes entièrement autonomes, la position du Canada, c'est qu'il doit y avoir une participation humaine appropriée au système d'armement. C'est une condition sine qua non. Donc, le Canada estime que les phases ne peuvent pas être utilisées de manière qui est conforme au DIH parce qu'il n'y a pas d'humain qui est impliqué pour s'assurer son respect. Donc, le Canada, en 2019 et en 2021 également, s'est engagé à faire progresser les efforts internationaux pour viser à interdire le développement et leur utilisation des phases spécifiquement. Ça ne veut pas dire que la position du Canada par rapport aux LAWS, donc tous les autres systèmes autonomes létals, devraient être interdits selon le Canada, c'est vraiment spécifiquement par rapport à ceux qui sont entièrement autonomes. La question de l'intervention humaine est fondamentale pour le Canada parce que sa position, c'est que la guerre doit rester à la base d'une entreprise qui est humaine. Concernant le Appropriate Human Involvement, encore là, grand débat sur la scène internationale, pas d'accord sur qu'est-ce que ça veut dire. Donc, c'est un enjeu parce que pour s'entendre sur jusqu'où est-ce que la machine peut aller par elle-même, il faut savoir quel est l'impact de l'humain, quelle est l'intervention de l'humain. Dans sa politique de la défense, qui date de 2017, les forces armées canadiennes se sont engagées à ce qu'ils appellent de contrôle convenable de la part de l'être humain dans l'utilisation des capacités militaires. Donc, ça c'est prévu soit au niveau de l'examen des armes, dont je vais parler dans quelques instants, ou au niveau du respect du droit international humanitaire. Le Canada voit la question de la participation humaine comme englobant la question du jugement humain, mais aussi la question du contrôle humain. Donc, il y a deux sous-aspects à la question du Appropriate Human Involvement, selon le Canada, encore là. Maintenant, dernier enjeu, la question du droit applicable. Parfois, il y a des intervenants qui vont un peu lever un drapeau rouge en disant comme il n'y a pas de droit qui s'applique, c'est comme le Far West, c'est le free for all. Je pense que c'est important de rappeler que le droit international humanitaire s'applique à tous les systèmes d'armement, incluant ceux qui ont des composantes d'IA à l'intérieur. Donc, et le droit international humanitaire s'applique au niveau de la question de la révision, de l'acquisition des nouvelles armes, puis au niveau de tout le respect du droit international humanitaire dans la question du ciblage, proportionnalité, distinction, précaution, etc. Donc, depuis très, très longtemps, le droit international humanitaire reconnaît qu'il y a des limites. Et les États ne peuvent pas acquérir toutes les armes. Les méthodes moyens de guerre que les États peuvent acquérir sont limitées et le système d'armement qui contient de l'IA font partie de ces limites-là également, sont soumis à ces limites-là. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que l'acquisition de nouveaux moyens de guerre n'est pas étranger au DIH. En fait, c'est prévu par lui. Par le biais de l'article 36, dont je vais parler dans un moment, on prévoit qu'il va toujours y avoir des avancées militaires et qu'on doit prendre ça en compte et on doit examiner la question. Donc, l'acquisition de nouvelles armes, ça se fait par le biais de l'article 36, protocole additionnel. Avant de joindre les forces armées, j'avais une bonne connaissance du droit des conflits armés, mais j'avais absolument aucune compréhension de ce que ça impliquait pour un État d'acquérir des nouvelles armes. Donc, mon but aujourd'hui, c'est de partager le plus possible d'informations sur comment le Canada, pas nécessairement tous les autres États, procèdent à l'acquisition de nouvelles armes. Donc, le protocole additionnel prévoit que dans l'étude mise au point acquisition, adoption de nouvelles armes, on doit s'assurer qu'on respecte le protocole, le droit international. Le Canada fait partie du protocole additionnel et est soumis à cette obligation. À noter, 174 États font partie du protocole additionnel. Selon nos informations, seulement environ 20 États auraient un processus de révision d'acquisition des armes. Le Canada en faisant partie. Donc, depuis la ratification du protocole, le Canada s'est toujours acquitté de son obligation qui lui incombe en vertu de l'article 36 par le biais de divers processus administratifs qui ont évolué au fil du temps. Et évidemment, compte tenu de l'émergence des nouvelles technologies dont on parle aujourd'hui, justement, le ministère de la Défense et les Forces armées sont en train de moderniser, vraiment mettre à jour son système d'acquisition des armes pour s'assurer qu'il soit vraiment à jour, puis s'assurer qu'on respecte le droit international humanitaire, mais qu'on permette aussi aux opérateurs d'utiliser en temps réel et en temps opportun des systèmes d'armes qui peuvent leur être utiles. Le Canada, comme je l'ai dit aussi, a soutenu l'adoption de plusieurs bonnes pratiques au niveau de l'acquisition des armes pour s'assurer qu'il n'y ait pas seulement 20 États, mais il y en a plus, finalement, qui aient un processus rigoureux d'acquisition des armes.
Donc, comment ça marche? Une personne qui veut, pas une personne, là, pardon, le ministère de la Défense, les Forces armées canadiennes qui veulent acquérir des nouvelles armes, il y a un processus d'examen qui se fait. Donc, la première chose qu'on doit savoir, c'est qu'il n'y a pas, en vertu du VIH, de limitation ou de restriction ou prohibition d'armes LAWS. Donc, il n'y a pas de spécificité en ce moment, en vertu du VIH, pour interdire ou restreindre les LAWS. Donc, la personne qui procède à l'examen de l'acquisition d'une nouvelle arme doit suivre le processus normal de l'article 36 et appliquer les critères normaux qu'on applique, c'est-à-dire se demander est-ce que l'arme ou la méthode moyen de guerre viole une règle de droit international? Est-ce que l'arme méthode moyen de guerre est de nature à causer des blessures superflues ou des souffrances inutiles? Est-ce qu'elle peut être utilisée de manière discriminatoire? Est-ce qu'elle peut causer des dommages étendus à l'environnement? Si une de ces réponses-là est oui, mais l'acquisition de cette arme-là est illégale et on ne peut pas procéder à son acquisition. Donc, évidemment, dans ce processus-là, il y a beaucoup d'éléments techniques qui doivent être pris en compte, évidemment, pour comprendre c'est quoi son concept, la conception, c'est quoi le processus de conception du système, c'est quoi le processus de développement, quelle campagne d'essai a été faite pour s'assurer de l'utilisation puis de la fiabilité, la prédictibilité de l'arme. Le cas échéant, il peut y avoir des mesures d'atténuation qui vont être faites pour amener des changements techniques et l'adoption de procédures spécifiques pour qu'il y ait un respect du droit international humanitaire. La position du Canada, et je terminerai là-dessus, c'est que s'il y a un niveau de prévisibilité qui est extrêmement faible d'une arme, bien, elle ne devrait pas être acceptable, cette arme-là. Elle ne devrait pas être légale, donc on ne devrait pas l'acquérir. C'est vrai pour toute arme, incluant celles qui n'ont pas de composante IA. Mais évidemment, il faut reconnaître qu'il y a un certain niveau de prévisibilité. On ne peut pas atteindre un niveau de prévisibilité de 100% pour tous les armes. C'est le cas pour l'IA aussi. Donc, on doit quand même être pragmatique aussi dans notre approche. Donc, ça couvre ma présentation. J'espère que ce n'était pas trop rapide et que vous avez appris un peu sur la position du Canada, des Forces armées. Et voilà, merci. Merci beaucoup. Encore une fois, on a un panel extrêmement discipliné sur le temps. Je vous en suis très reconnaissant. Dans la présentation, j'ai souligné que le cadre réglementaire, on a parlé du cadre législatif, mais le cadre réglementaire, le cadre de politique est particulièrement costaud et étoffé au Canada, autant au niveau national qu'au niveau du cadre de l'OTAN. Et je pense que ça s'inscrit pas mal bien dans les tendances qu'on peut voir, même dans le cadre des rendez-vous Gérin-Lajoie, ça a quand même un impact important. La question des définitions, surtout dans un cadre juridique, est vraiment au cœur. Et je crois qu'ici, si on n'est pas des techniciens, des gens qui travaillent sur l'intelligence artificielle, on peut clairement travailler sur des définitions. Puis c'est vrai que je crois que c'est au cœur de la guerre. J'apprécie que vous ayez souligné des illustrations, puisque j'ai vu tout le monde prendre en note les noms. J'aurais peut-être un faible pour l'alchimisme, mais c'est parce que j'aime beaucoup la littérature, je crois, pas nécessairement pour ça. Et puis évidemment, ben moi, la question de l'article 36, on pourra en parler pendant des heures. J'ai même amené mon protocole pour qu'on puisse se référer à l'article. Alors, s'il vous plaît, ayez des questions dans la salle, sinon on va parler du processus de l'article 36 pendant les 20 minutes qui resteront. Mais merci beaucoup pour cette présentation-là éclairante. Notre dernier intervenant, le professeur Bernard Duhem, viendra maintenant au podium pour nous parler de l'intelligence artificielle sur les champs de bataille, donc les systèmes d'armes autonomes avec un support visuel qui était très stimulant. Alors, Bernard, je cède la parole. Merci. D'abord, bienvenue à l'UQAM. Merci beaucoup à l'IAIM et à la Croix-Rouge pour l'invitation. C'est un privilège d'être avec vous ce midi. C'est aussi un privilège de collaborer avec Sophie, la docteure Rondeau, qui a fait un mémoire de maîtrise avec moi en DIH il y a plusieurs années, et Fanny, qui termine le sien très, très, très bientôt, aussi sous ma direction en DIH. Alors, c'est un honneur pour moi de pouvoir collaborer avec ces brillantes avocates. Alors, je vais commencer avec une image qui représente une scène du siège de Sébastopol en 1857. Là, vous allez me dire, rien à voir avec l'intelligence artificielle. C'est encore drôle.
Ce siège-là a eu lieu pendant la guerre de Crimée. Et pendant cette guerre-là, il y a eu un usage de toute une panoplie de nouvelles technologies de guerre. Et le tsar, Nicolas II à l'époque, s'est très vite rendu compte qu'on allait entamer une nouvelle époque où il y aurait une course à l'armement et a donc encouragé la négociation d'une série de conférences, entre autres les fameuses conférences de La Haye auxquelles faisait référence Fanny tout à l'heure, en 1899, 1907, etc., qui vont chercher à contrôler l'utilisation de certaines armes en particulier et le développement de certaines armes. Alors, vous voyez comment cette réflexion-là est encore pertinente aujourd'hui et dans la même région, encore aujourd'hui, on fait face aux mêmes défis. Alors, c'est vraiment une discussion qui remonte à loin et qui est d'actualité. Je vais essayer de couvrir différents sujets essentiellement qui portent sur les armes autonomes à la lumière du DIH. Je dois commencer par dire que je ne suis pas un expert en intelligence artificielle. Ça m'intéresse beaucoup, de plus en plus. C'est un domaine qui intimide beaucoup les juristes et on a tendance un petit peu à s'en tenir loin, malheureusement, parce qu'on est intimidé, parce que ça semble extrêmement complexe et se l'est. Mais je pense qu'en allant chercher des ressources avec des experts en mathématiques, en informatique, en robotique et autres, on doit absolument s'intéresser à ces sujets parce que c'est d'une pertinence criante. Depuis 2 ans et demi, je conseille le rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions sommaires et arbitraires, Maurice Tidball, et avec des étudiants de l'Académie de Genève, on a monté différents projets de recherche qui l'aident à traiter de ces enjeux dans le cadre de ses travaux et ma compréhension est qu'il abordera ce sujet dans le cadre de son prochain rapport annuel. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2013, le bureau du rapporteur sur les exécutions extrajudiciaires et sommaires s'intéresse à l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle. Alors, quand on parle des armes autonomes, de quoi parle-t-on? Alors, Maître Aubu nous a bien expliqué qu'il n'y a pas vraiment de définition qui encadre complètement le concept. Il y a beaucoup de controverses sur qu'est-ce qui constitue une arme autonome. Il y a aussi beaucoup de controverses autour de ce qui constitue l'intelligence artificielle, ou moi, je préfère utiliser l'expression les systèmes d'intelligence artificielle. Mais généralement, on s'entend pour dire que ce sont des armes qui ont une capacité pour pouvoir composer et choisir de façon indépendante des plans d'action pour atteindre des objectifs en fonction de l'information dont ils disposent. On utilise parfois l'expression LAWS, Lethal Autonomous Weapon Systems. Il y a un peu un débat sur l'acronyme, justement, parce que dans le monde académique ou dans la société civile, on présume que les armes ont une fonction létale. Et alors, on utilise l'expression « AS ». Moi, je vais utiliser cette expression-là plutôt parce qu'évidemment, si le débat sur la réglementation des armes ne s'intéresse qu'aux armes qui sont létales, il y a toute une autre pan d'armement possiblement autonome qui serait possiblement pas inclus dans cette discussion-là. Ça fait partie justement du débat qui a lieu au groupe d'experts des gouvernements et dans d'autres domaines. J'y reviendrai tout à l'heure. Encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, comme on le disait au tout début, les armes autonomes, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça remonte à très longtemps. Les mines, les torpilles qui suivent des cibles, etc. Vous êtes familier avec tout ça. C'est important de rappeler que les armes autonomes, il y en a une quantité, une variété très importante. Puis aussi, on peut améliorer des armes qui ne sont pas autonomes, puis en faire des armes autonomes. On peut les modifier, si on veut. On peut comme modifier un char, puis en faire un véhicule autonome. Puis on peut aussi avoir des armes qui ont une fonction qui peut devenir autonome pendant un certain temps, puis revenir à une fonction sous contrôle humain. Et puis des fois, c'est très difficile de pouvoir différencier
le type d'arme, si c'est une arme qui est contrôlée par un humain ou s'il y a des fonctions autonomes. C'est le cas, entre autres, des drones. Vous voyez ici les deux modèles là, où on voit des systèmes où il y a encore, après le lancement, une opération et un contrôle humain, entre autres, sur le ciblage puis la mise en feu de l'armement. Versus d'autres systèmes où il n'y a pas ce contrôle-là et une fois que l'arme est lancée, l'être humain n'est plus en mesure de contrôler. C'est souvent l'expression qu'on va utiliser, c'est le degré de contrôle. On va parler de human in the loop, donc l'humain participe à l'opération, la manipulation de l'arme. C'est qui va déclencher l'arme, entre autres, et human on the loop, où l'être humain peut interrompre l'opération de l'arme, donc comme avoir une sécurité humaine, puis l'opération out of the loop, où l'être humain n'est pas présent dans le fonctionnement de l'arme comme telle. Et comme on le disait tout à l'heure, effectivement, en ce moment, on est plus en présence d'armes qui sont dans le premier ou le deuxième scénario, c'est-à-dire où il y a une combinaison homme-machine dans l'opération, des armes, et c'est probablement ce qu'on va voir à court terme, là, plutôt que des armes qui sont complètement autonomes. Évidemment, il y a toute une panoplie d'avantages. Il y a toute une panoplie d'avantages à l'utilisation de ces armes-là. Ils sont plus rapides, ils peuvent traiter une quantité astronomique de données plus rapidement que l'être humain pourrait le faire. Elles peuvent être plus précises, elles peuvent faire des calculs qu'on ne peut pas faire humainement. Les machines n'ont pas de sentiment, d'instinct de survie, elles ne commettent pas des actes par vengeance ou par cruauté. Et ça, c'est un élément qui est très intéressant. Elles peuvent opérer en territoire ennemi. Ce qui, à mon avis, peut avoir une incidence importante dans notre compréhension de l'application du droit international humanitaire. Mais ça, c'est des questions plus théoriques auxquelles on pourra revenir peut-être à un autre moment. Donc, il y a toute une panoplie d'avantages. Vous comprendrez que l'industrie militaire puis les armées du monde entier sont un peu dans une course, justement, à qui va pouvoir utiliser puis contrôler ces armes-là, parce que c'est un peu l'avenir, si on veut, de la défense qui se joue en ce moment. Ce qui est important de mentionner, c'est qu'on s'imagine toujours, quand on parle d'armes autonomes, on pense à la machine qui appuie sur la gâchette puis qui déclenche l'arme. Mais en réalité, l'intelligence artificielle est souvent associée à toute une panoplie d'opérations sur le champ de bataille qui ne sont pas nécessairement le déclenchement de l'arme en tant que tel. Ça peut être de la logistique, de transport, ça peut être surtout pour obtenir des renseignements, faire la surveillance, pour obtenir donc des données pour pouvoir prendre des décisions. L'intelligence artificielle peut être présente aussi dans le domaine des communications ou pour brouiller des communications, etc., etc. Et donc, il y a énormément d'opérations qui peuvent relever de l'intelligence artificielle avant qu'on parle d'une arme comme telle. On parlait tout à l'heure du système, je pense que je ne me souviens plus lequel, qui permettait de fournir des analyses ou des débuts d'analyse ou des appréciations d'informations à des commandants qui vont prendre par la suite des décisions sur le ciblage, sans que ce soit l'intelligence artificielle elle-même qui déclenche la machine comme telle. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu le battlefield AI, le battlefield autonomie, etc., etc. Et là, ce qui n'est pas toujours clair, c'est lorsqu'on parle de réglementer les armes autonomes, c'est si on inclut cette partie-là de l'équation, qui est quand même assez importante, qui précède le déclenchement des armes, qui est tout le volet renseignement, puis plus opération avant, si on veut. Évidemment, c'est d'une pertinence fondamentale quand on s'intéresse à la légalité de l'emploi des armes, parce que c'est souvent dans la préparation de l'utilisation que ça va se jouer. Comme on l'a dit très bien tout à l'heure, le DIH ne réglemente pas, on n'a pas une norme spécifique qui s'adresse aux armes autonomes. En tout cas, pas pour le moment, il n'y a pas une norme précise là-dessus. Par contre, le DIH a des règles générales qui sont pertinentes lorsqu'on s'intéresse à l'utilisation de ces armes-là.
On pense, entre autres, à l'interdiction d'utiliser des moyens ou des méthodes ou des armes ou des munitions qui ne permettent pas de discriminer, de respecter le principe de distinction que Fanny nous expliquait tout à l'heure, qui permet de distinguer entre une personne civile puis un combattant ou un objet civil et un objet militaire. Donc, si on envisageait une arme autonome qui considère frapper toute forme de bâtiment, bien, elle ne serait pas en mesure de distinguer entre un bâtiment qui est de nature militaire ou un bâtiment de nature civile, puis ça ne respecterait pas le principe de distinction qui est prévu à l'article 51 du premier protocole. Ça serait une arme qui ne permettrait pas la discrimination. Un principe qu'on retrouve aussi à la règle 71 de l'étude du CICR sur les règles de droit coutumier. Je vais me référer plus souvent à ces règles-là qui sont prévues dans cette fameuse étude-là, parce que ça comprend le premier protocole, les conventions de Genève, les conventions de La Haye, auxquelles on a fait référence tout à l'heure, et le droit coutumier, les pratiques en général. C'est une étude extraordinairement pertinente pour comprendre le DIH. Je vous encourage à y jeter un coup d'œil. On a mentionné tout à l'heure, avec raison, que le DIH réglemente le développement et l'acquisition de nouvelles armes avec l'article 36. Il y a d'ailleurs une organisation de la société civile qui s'appelle Article 36, qui est très présente et participe au débat sur ces questions. Donc, l'obligation que les États partis au protocole ont de s'assurer que toutes les nouvelles armes qu'ils vont utiliser sont conformes au DIH, y compris à la règle de distinction, de discriminer, donc impossibilité d'avoir des armes qui ne permettent pas de discriminer. Comme on l'a dit tout à l'heure, je m'excuse, il y a un peu de répétition, mais c'est bien parce que les notions vont rentrer. En ce moment, il y a une convention sur les armes classiques et c'est comme une espèce de convention cadre, puis il y a des protocoles spécifiques qui vont réglementer ou interdire l'utilisation de certaines armes, par exemple les armes au laser ou ce type de choses-là. Et on en a 5 pour le moment. Et là, la question est, est-ce qu'on va en adopter un 6e qui pourrait porter, par exemple, sur l'intelligence artificielle, les armes autonomes? Et dans le cadre de cette discussion-là, ben, il y a ce fameux groupe d'experts qui se réunit et qui discute de ces enjeux-là. Évidemment, il y a des avancées intéressantes. La principale critique qui est faite dans la littérature et par la société civile, c'est que ce groupe d'experts-là progresse très, très lentement parce que son mode de prise de décision est par consensus. Donc, il faut que tout le monde soit d'accord pour qu'on adopte quelque chose puis qu'on avance. Évidemment, ça veut dire que s'il y a une personne ou un groupe qui n'est pas d'accord, bien, ça complique un petit peu la discussion. Vous voyez où je veux en venir? Les étudiants de l'académie avec lesquels je travaillais sont allés à une de ces sessions de travail sur plusieurs jours et ils n'arrivaient pas, les négociateurs, à s'entendre par consensus sur le procès verbal de la session antérieure. C'est juste pour vous donner une idée d'à quel point ça peut être compliqué. Aussi, il y a, en droit de la guerre, une espèce de clause qui est comme le filet de sécurité du DIH, qui est la clause Martens, qui prévoit que ce n'est pas tout ce qui n'est pas interdit en droit de la guerre qui est permis. En fait, il y a comme une règle de base qui dit que ce qui n'est pas interdit n'est pas nécessairement permis et que ça reste sous l'emprise, si on veut, des principes d'humanité et du droit des gens. C'est ce qu'on appelle le principe d'humanité. Je ne reviendrai pas sur les principes importants que Fanny nous rappelait tout à l'heure, qui sont aussi contenus dans la fameuse étude auquel je faisais référence tout à l'heure. Vous voyez ici toutes les règles qui portent sur le principe de distinction, proportionnalité, précaution et le principe d'humanité. Mais je vais plutôt m'attarder au questionnement, aux préoccupations qu'on peut avoir avec les armes autonomes et ces fameux principes-là. On va commencer par le principe de distinction, donc l'obligation de distinguer entre les personnes civiles et combattantes, les objets militaires et civils. Ce qu'il faut savoir, c'est que les armes autonomes, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a des senseurs, ou des espèces de détecteurs qui vont recevoir l'information, essentiellement de la lumière, hein, puis qui vont, à partir de cette information-là, intégrer ces informations-là dans des algorithmes en fonction de toute une panoplie de paramètres, des formules, des équations mathématiques extrêmement complexes, avec des programmes informatiques extrêmement complexes, pour pouvoir essayer de se faire une espèce de mapping de la situation. Le problème, évidemment, c'est que
ces capteurs d'images-là ne sont pas toujours très, très précis. Donc, on peut des fois avoir des problèmes de précision de l'image. On peut penser à des visages clairs versus des visages obscurs. C'est difficile de faire des distinctions de cet ordre-là. Ça peut être difficile, par exemple, pour des censeurs, d'avoir une image précise, de distinguer, par exemple, une personne avec une canne versus une personne qui a une arme. Il y a aussi une difficulté avec les censeurs, puis l'intelligence artificielle de ces armes-là, de pouvoir faire des espèces d'appréciation de jugement. Autrement dit, on a parlé tout à l'heure du principe d'humanité, puis du respect des personnes, entre autres les prisonniers de guerre, les personnes hors combat. Alors, si un combattant se rend, là, évidemment, vous imaginez qu'on se rend toujours comme ça, là, mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois, c'est dans les expressions du visage où on essaie de communiquer avec l'ennemi pour dire qu'on veut se rendre. Mais ce n'est pas toujours évident qu'une arme autonome serait en mesure de faire cette appréciation-là qui relève de l'interprétation humaine, parfois des sentiments et puis du contexte, évidemment. Aussi, qui dit données ou information, dit aussi données d'entraînement. Hein? Les systèmes d'intelligence artificielle, comment c'est fait? C'est qu'on va fournir une quantité astronomique de données pour entraîner le programme pour, lorsqu'on va le mettre dans une autre situation, on va pouvoir tirer des conclusions. Sauf que quand on va mettre toutes ces données-là dans le système au départ pour l'entraîner, bien, ces données-là peuvent être biaisées. Tout simplement des fois parce que c'est l'information qui est disponible sur Internet. Il y a plus d'informations, par exemple, qui portent sur des hommes blancs que sur des femmes de couleur, par exemple. Il peut aussi y avoir des biais que les programmeurs ont, ou il y a aussi des biais historiques ou des biais de renforcement où des informations, à force d'être répétées, sont associées par l'intelligence artificielle à toutes sortes de choses. Vous voyez en haut là, des images d'un programme qui associait des senseurs ou des marqueurs de distance à 60% comme marqueur de distance pour un homme blanc, alors que pour la main noire, 61% comme une arme. Mais ça, c'est des biais de données qui peuvent être extrêmement compliqués si on met ça dans une arme autonome ou semi-autonome. La question de la proportionnalité, c'est aussi... Ah oui, puis l'autre chose, évidemment, pour la distinction, c'est que toutes ces données-là sont pratiquées, entraînées dans des laboratoires ou dans un autre environnement. Ce n'est pas dit qu'on prévoit toutes les possibilités, tous les scénarios quand on arrive dans le feu de l'action, dans ce qu'on appelle le fog of war, où la plupart du temps, on n'a pas anticipé ce qui se passe, c'est toujours pire qu'on le pensait. Puis là, est-ce que la machine sera en mesure de s'adapter parce qu'elle a été entraînée sur des données dans un autre environnement? Alors, il y a aussi cette question-là. Comment est-ce qu'elle pourrait s'adapter correctement pour pouvoir respecter le principe de distinction? Même chose pour le principe de proportionnalité. Le principe de proportionnalité, comme l'expliquait Fanny, c'est un calcul qui est quand même assez abstrait. Il n'y a pas vraiment de mesure ou d'unité de mesure très claire pour déterminer quand est-ce que l'avantage militaire direct et attendu est supérieur aux dommages collatéraux qui sont imposés aux civils. C'est ce que nous expliquait tout à l'heure Fanny. Donc, c'est une appréciation qui est pratiquement de nature judiciaire. Bien souvent, les opérateurs vont demander des conseils juridiques à des spécialistes, à des commandants pour savoir si le dommage collatéral est proportionnel ou non. Alors, on peut difficilement se demander comment est-ce qu'une machine pourrait faire ce type d'appréciation contextuelle qui met dans la balance souvent des intérêts qui sont contradictoires. Ce n'est pas juste une formule mathématique. Oui, c'est vrai que des machines peuvent accélérer, par exemple, le calcul de l'impact d'une munition, par exemple, le radius, le rayon d'impact d'une arme dans une zone civile, par exemple. Mais je parle de façon plus abstraite. Qu'est-ce qui correspond à un avantage militaire direct et attendu qui est supérieur aux dommages collatéraux? C'est extrêmement complexe à déterminer. Aussi, le test en droit, c'est un test où on s'intéresse à la compréhension puis à la planification par un commandant raisonnable. Alors, un commandant raisonnable, c'est quoi? C'est une personne qui a de l'expérience, qui a une formation, qui a testé des scénarios, etc. C'est une personne aussi qui
qui a aussi une certaine forme d'instinct ou de réaction sur place en fonction de son expérience et de sa formation. Alors, comment est-ce qu'on va traduire ça dans un algorithme? Il y a beaucoup de monde qui sont très sceptiques. Pour le principe de précaution, il nous reste une minute, je vais accélérer. Pour le principe de précaution, bien, un des principes de base de précaution, c'est qu'il faut interrompre des opérations quand ça peut violer le DIH. Bien, si on utilise une arme comme la première que je vous montrais, qui décolle, puis qui s'en va, par exemple, au-dessus du territoire ennemi, puis avec laquelle on n'a plus du tout de contact, bien, c'est impossible d'annuler l'opération parce qu'on a eu des informations supplémentaires qui exigeraient qu'on annule l'opération. Puis l'autre chose, c'est que comment l'intelligence artificielle, souvent, va fonctionner, c'est avec ce qu'on appelle le problème du framing, où pour aller rapidement, puis pour utiliser une quantité importante d'informations, bien, la machine va discarter des informations qui ne sont pas pertinentes très rapidement, right? Sauf qu'au fil, dans le passage du temps, puis l'évolution d'une situation, peut-être qu'une information qui a été discartée redevient pertinente pour respecter le principe de précaution. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc ça pose des problèmes assez importants. Bien, d'autres enjeux, est-ce que ces armes-là peuvent désobéir à un ordre qui est illégal? Probablement, dans la programmation, il y a moyen de faire ça, mais c'est encore compliqué. Et puis, la question du framing est extrêmement important pour, puis là, je vais finir avec ça, la question de la reddition de compte. On a vu avec Fanny que le DIH exige que lorsqu'il y a des crimes qui sont commis, bien, qu'il y ait des enquêtes, que des personnes responsables soient jugées et sanctionnées. Là, j'ai toute une panoplie de principes qui nous illustrent ça. C'est aussi prévu par le droit pénal international, puis le droit international des droits humains, y compris dans le cadre de conflits armés. Le problème, c'est comment est-ce qu'on va appliquer ça dans le contexte des armes autonomes? Parce que les armes autonomes, vous savez, vous avez tous fait un petit peu de droit pénal, vous avez écouté des émissions de droit pénal. Hein? Un crime, c'est l'intention, le mens rea, puis l'actus reus, l'action qui est posée. Est-ce qu'une machine peut avoir le mens rea, l'intention de commettre un crime? Évidemment que ce n'est pas le cas. Donc, à ce moment-là, comment est-ce qu'on peut déterminer c'est qui est responsable dans ce contexte-là? Est-ce que c'est le commandant qui a autorisé l'opération? Est-ce que c'est le commandant qui a autorisé l'utilisation de l'arme? Est-ce que c'est l'opérateur? Est-ce que c'est l'opérateur puis la personne qui a autorisé l'utilisation de l'arme? Est-ce que c'est le programmeur? Est-ce que c'est le fabricant? Est-ce que c'est le développeur? Vous voyez à quel point ça peut être extrêmement compliqué. Il y a une multiplicité de cadres normatifs qui sont pertinents, une multiplicité d'acteurs qui ont différentes formes d'attribution de responsabilité dans ce cadre-là. Puis il est très peu probable que le droit de la responsabilité pénale ou civile soit en mesure, avec les modes de participation à des crimes, que ce soit la participation directe ou la complicité ou bien la participation à une entreprise criminelle commune, etc., soit en mesure de pouvoir répondre à ce type de problème d'attribution de la responsabilité lorsque l'utilisation d'une arme autonome pourrait résulter dans un crime de guerre, par exemple, une attaque disproportionnée ou une attaque qui ne fait pas la distinction. On pourrait s'inspirer des processus de... OK. Il y a plusieurs personnes qui suggèrent qu'on ait recours au principe de la responsabilité des commandants ou des supérieurs militaires qui est prévu en DIH en droit de la guerre. Mais le principal problème, je vais finir avec ça, c'est que comment les systèmes d'intelligence artificielle fonctionnent. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous disais, on a des données, on entraîne sur des données, on rentre ça dans des algorithmes qui sont essentiellement des formules mathématiques puis des programmes informatiques avec des millions de paramètres. Puis là, au terme de ça, il y a un résultat, un output. Right? Maintenant, aujourd'hui, comment on fonctionne de plus en plus, ce qu'on appelle le deep learning puis les réseaux de neurones artificiels, si on veut, c'est qu'on va chevaucher des quantités très importantes de tous ces réseaux-là de traitement des données, ce qui fait qu'en bout de ligne, on ne sait plus exactement comment, quand l'information va rentrer, puis quelle est l'opération mathématique complète qui va donner le résultat en bout de ligne. Vous me suivez? Fait qu'on va pouvoir tweaker les données qu'on entre, mais là, encore une fois, il y en a des milliers de possibilités, des millions de possibilités. On va aussi pouvoir tweaker les données qui sortent pour les ajuster à un résultat qu'on veut. Mais tout ce qui se passe dans le calcul des algorithmes,
on n'a quasiment aucune façon humaine de comprendre ça. Alors, comment est-ce qu'on va attribuer la responsabilité à un commandant ou à un opérateur d'une arme si il n'est pas en mesure de nous dire où est-ce que l'erreur a eu lieu dans l'opération de l'arme? S'il n'est pas en mesure de comprendre, le problème a eu lieu à tel moment parce que telle donnée était fausse ou parce que telle variable a été mal calculée, etc. On ne peut pas attribuer une responsabilité à des personnes qui ne comprennent pas comment fonctionne le bidule. En tout cas, il va falloir réfléchir à comment on pourrait attribuer la responsabilité dans ces circonstances-là. Right? Imaginez à quel point c'est encore plus compliqué quand on ne va pas s'intéresser seulement à une arme, mais on va s'intéresser à des essaims d'armes. Et c'est ce qu'on utilise de plus en plus. Autrement dit, des nuages de petits drones qui vont opérer ensemble, un peu comme un vol d'oiseaux, qui sont tous autonomes, indépendants, puis qui vont opérer ensemble, qui vont communiquer entre eux. Il n'y aura pas nécessairement de chef. Et puis, vous voyez à quel point toute la gestion de l'information et la prise de décision devient d'une complexité qui dépasse la capacité d'un être humain à en comprendre le fonctionnement. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir faire l'attribution de responsabilité dans ce cadre-là? C'est vraiment un mystère. On a parlé tout à l'heure de la complexité de la négociation au niveau multilatéral. On pourra en reparler dans la période de questions. Et pour la discussion, je laisse ici peut-être des enjeux connexes, la prolifération des armes, la nouvelle forme de guerre, quels impacts pour les droits humains, puis est-ce qu'on parle vraiment de science-fiction ou de réalité? Je pense qu'on est bien dépassé, non seulement le temps, mais la réalité. On n'est plus dans un film, on est vraiment dépassé par ce qui s'est déjà passé il y a plusieurs temps de cela. Merci. Il est temps de voir si les micros... Non. Est-ce que ça fonctionne? Pour en ligne? Oui, parfait. Sur cette vision entre l'onirique et le cauchemar, là, des essaims de drones qui communiquent entre eux, on va passer à la période de discussion de panel, aussi l'utilisation des acronymes entre l'anglais et le français. Les laws, flaws, OZ, et en français, on aurait les SALA. J'opterais pour SCALA, que je trouve quand même bien, qui est un système complètement autonome, et un SAA. Je crois qu'on s'y perd un petit peu. C'est comme une partie de bonhomme pendu auquel il y a peu de joueurs qui sont convenus. Pendant que je vous permets dans la salle et en ligne à vous diriger vers le micro pour ouvrir la période de questions avant la fin, je lance une question au panel qui est ouverte. Ça vous permet aussi de rebondir s'il y a des points des autres intervenants sur lesquels vous voulez revenir, ou peut-être, Bernard, tu as une autre présentation d'une 40aine de minutes. Non, c'est une blague. Selon vous, une question ouverte, mais comme je dis, vous pouvez rebondir sur d'autres éléments. Que faudrait-il faire à l'avenir pour que le droit international humanitaire reste pertinent, reste efficace à l'ère des technologies numériques? Monsieur Bruderlein, on vous cède la parole en premier. C'est très gentil. D'abord, c'était très apprécié comme présentation. Merci beaucoup. Je dirais à la base que le cheval est sorti de l'étable. On ne va pas le ramener. Je ne crois pas que c'est possible d'utiliser le droit international du 20e siècle et en faire un cadre juridique pour l'utilisation de l'intelligence artificielle au 21e siècle pour une raison très simple qui n'est pas de technologie, mais de champ d'application. L'intelligence artificielle est liée aussi au réseau de surveillance, est liée au traitement de l'information et probablement sa plus grande utilisation en termes d'armes et d'utilisation, ce n'est pas nécessairement le conflit armé international ou non international, mais c'est le conflit armé, lutte contre le terrorisme, ce genre d'utilisation qui n'arrive pas au niveau du DIH. Donc, pour les juristes de DIH, et les juristes de droits de l'homme avec l'utilisation de la force, c'est vraiment voir l'intelligence artificielle comme un fait qui est en développement rapide et il faut s'y atteler, il faut apprendre. On ne peut pas passer à côté, ça va devenir un point central, fondamental de l'utilisation de la force. Et je suggère aux étudiants qui sont en maîtrise dans ces domaines d'aller prendre un cours sur les sciences de l'information et les sciences de l'informatique parce que ça va être au centre de leur pratique. Voilà, merci. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc, je vais peut-être me positionner un petit peu en faux avec ce que Claude vient de dire, mais je pense qu'on est là pour ça. C'est Philip Sanders, un auteur que j'aime beaucoup, que je vous recommande tous de lire, et qui est un juriste aussi exceptionnel, qui dit, en fait, que les questions que posent les nouvelles technologies ne présentent pas des questions doctrinales si nouvelles. C'est simplement que c'est une application
des principes à des nouvelles réalités. Puis je pense que c'est là qu'il faut se rappeler qu'il y a des règles de droit qui existent, de DIH, par rapport à l'acquisition des nouvelles armes, puis par rapport à les règles de ciblage, proportionnalité, distinction, précaution. Et donc, au lieu de peut-être ce qu'on dit undermine le droit international qui existe, en focusant sur un peu parfois pas des épouvantails, mais sur on essaie souvent de focuser sur la nouvelle législation, la nouvelle réglementation, plutôt que de focuser sur quelles sont les règles qui existent en ce moment. C'est le premier point que je veux dire. Le deuxième point, c'est qu'il faut être pragmatique. C'est les États qui font le droit international. Puis en ce moment, ça ne bouge pas vite. Donc, tu sais, il faut se réaliser que ce soit par les conventions qu'on a parlé ou par la coutume internationale pratique, les États vont créer le droit. Il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux par rapport à l'IA, par rapport aux laws, à cause de ce qu'on connaît, qu'on ne connaît pas, puis par rapport à, justement, à cette course-là de l'acquisition d'IA. Donc, ça va, on l'a vu avec le groupe d'experts gouvernementaux, ça ne bouge pas vite. Parfois, il y a des journées entières sur des discussions sur quelles sont les règles de procédure à adopter pour la rencontre comme telle. Donc, ça bouge très lentement. Focusons pour l'avenir et pour le présent sur le système de base qu'on a qui nous fournit quand même plusieurs balises par rapport à l'application de l'intelligence artificielle dans le cadre des conflits armés. Donc, ça, c'est le point que j'aimerais vraiment focuser à votre attention aujourd'hui. Oui, ben, je suis d'accord. Je veux dire, les deux points sont valables. Je suis d'accord. Moi, je suis très sensible au fait que je crois qu'il n'y a pas de vide juridique. C'est comme au lendemain du 11 septembre, on disait est-ce qu'on a le DIH est adapté pour la lutte contre le terrorisme, etc. C'est sûr que c'est des principes généraux qu'on peut interpréter. C'est à travers l'interprétation de ces principes-là qu'on va probablement trouver des solutions. C'est sûr qu'il y a des nouveaux défis qui sont présentés par ces développements technologiques-là. Le DIH, c'est un système qui a été conçu au 19e siècle, tu sais, quand on avait des armées, des uniformes. Et là, maintenant, on a une machine qui va frapper dans le territoire ennemi, puis qui n'a pas d'instinct de survie, qui n'a pas besoin de revenir. Tout le système de règles de DIH repose sur le fait qu'on essaie de sauver, entre autres, les combattants, les civils, etc. Les gens qui vont opérer de l'autre côté de la ligne, c'est soit des gens qui portent l'uniforme comme des parachutistes, ou sinon, c'est des espions. Puis il y a tout un régime juridique qui s'applique aux espions. Comment on va faire pour réglementer tout ça maintenant que c'est une nouvelle réalité avec ces armes-là? Là aussi où je rejoins les deux autres panélistes, c'est sur l'importance de s'affairer à comprendre, puis réglementer, et avec possiblement des nouvelles règles et avec les règles existantes, mais le faire rapidement. Parce que pendant toutes les tergiversations qu'on peut avoir pour essayer de comprendre le pourquoi, du comment, puis etc., l'industrie avance. Les armées se procurent ces armes-là, les acteurs non étatiques, y compris des groupes terroristes, font l'acquisition de ces armes-là. C'est pas juste les armes, je parle de l'intelligence artificielle, puis tous les programmes de surveillance et autres. Des fois, c'est des petites startups qui vont fonctionner dans l'espoir de pouvoir vendre leur technologie à d'autres. Le pire qui peut arriver, c'est qu'ils fassent faillite puis que ça passe à d'autres choses. Le mieux, c'est qu'ils vont faire fortune, ils vont vendre, puis ils vont aller aux Bahamas boire des pina coladas. Pendant ce temps-là, il y a des victimes. Et si on attend pour trouver des façons de pouvoir protéger les victimes puis leur assurer justice et réparation, pendant ce temps-là, il y a des violations qui peuvent avoir lieu. Puis si on attend trop, il n'y aura pas de façon d'obtenir justice et réparation s'il y a des abus qui ont été commis, parce que les entreprises n'existeront plus, parce qu'on va être devant un état de fait, parce que c'est une réalité qui va être omniprésente. Merci beaucoup pour vos réponses. Je prendrai les 3 questions rapidement. C'est exactement mon plan, François. Ce qu'on va faire, on a 10 minutes. Merci beaucoup pour la générosité de vos réponses. On voit que peut-être si on a plus de questions que de réponses à la fin, ça veut dire qu'on a fait un bon travail. Je vais demander aux 3 personnes qui sont avec nous de s'identifier premièrement,
de dire si la question se dirige à un des panélistes ou à l'ensemble du panéliste. Je vous demanderais d'éviter le traitement cruel et inusité qui est bien commun aux conférences, de faire des commentaires plutôt que de poser des questions. À ce moment-ci, ça sera plus apprécié. Et puis, de vous identifier. On va prendre les 3 questions en même temps, puis on laissera toute la place au panel. Ensuite, on aura un mot de clôture particulier pour nous. Alors, je vous cède la parole. Allez-y. Bonjour, mon nom c'est Goryoun Kounian, je suis étudiant en maîtrise en droit, concentration en droit international, politique internationale à l'UQAM. Ma question est pour M. Bruderlein. Vous avez parlé dans votre présentation des avantages de l'intelligence artificielle, du plus grand contrôle que ça peut amener et d'autres avantages. Est-ce que sur la base de la présentation faite par Mme Aubu, est-ce que vous pensez que la position canadienne sur l'intelligence artificielle est juste, trouve un juste milieu entre ouverture et précaution, ou bien vous pensez que ça devrait faire preuve de plus de flexibilité, plus de souplesse? Merci. Bonjour, je suis Henri Pas-Normandin, je suis un fellow à l'IEIM et un ancien diplomate. Ma question s'adresse en particulier à M. Bruderlein également. Vous avez mentionné une chose qui a attiré mon attention dans votre présentation, c'est quand vous avez mentionné que l'intelligence artificielle peut nous aider à comprendre les intérêts et les motivations des parties dans un conflit. Remarquez, parenthèse, que c'est une notion qui pourrait s'appliquer dans beaucoup d'autres domaines, dans les relations humaines, entre autres, mais limitons-nous aux négociations internationales. Pouvez-vous nous dire un peu quel genre de données sont utilisées pour identifier les intérêts et les motivations d'une personne? Et peut-être avez-vous un exemple concret de comment vous avez utilisé ça dans vos négociations? Merci. Bonjour, Béatrice Vaugrant, Oxfam Québec, et 2-3 pour M. Bruderlein. Ce que je crains le plus, tout en ayant un grand intérêt sur les possibilités, mais dans l'intelligence artificielle, c'est les gens qui sont laissés de côté, et tous les groupes, et particulièrement peut-être les femmes. Et j'ai beaucoup aimé, beaucoup appris sur tout ce que vous avez expliqué sur les négociations, et puis comment ça peut aider aussi l'analyse humanitaire pour permettre une meilleure intervention humanitaire. Donc, comment on fait quand on traite des données qui ont, dans le passé, échappé la participation des femmes ou de groupes directement impliqués, avec des algorithmes construits par des personnes qui ne sont pas forcément les premiers concernés. Donc, comment on fait pour avoir quand même des interventions basées sur l'IA, mais qui sont inclusives et, entre autres, avec une perspective sur les femmes et dans les négociations? On le sait qu'elles sont plus longues et le processus de paix est plus rapide et plus long quand elles sont à la table de négociations et de décisions. Merci. Écoutez, je ne veux pas monopoliser la réponse. Je pense que les 2 autres panélistes aussi auront des choses à dire. Mais d'abord, sur le premier point, je crois qu'un cadre juridique est essentiel, qu'on doit se préparer, qu'on doit être évolutif dans ce cadre. Et vraiment, j'encouragerais les gouvernements à tous les étages de prévoir, s'y atteler et réviser et modifier. L'intelligence artificielle est en plein développement. Je crois qu'on est qu'au balbutiement. Il ne faut pas se fixer trop en disant, voilà, c'est réglé, on a une loi. Il faut plutôt créer un cadre législatif pour pouvoir s'adapter aux différentes applications qui vont résulter ces prochaines années. Sur des exemples, je peux vous dire qu'en ce moment, on développe ces outils avec des diplomates et négociateurs de ligne de front qui, eux, viennent avec des casuistiques où ils doivent utiliser les outils sans l'intelligence artificielle et on compare les résultats avec l'intelligence artificielle. Donc, en novembre, par exemple, on a eu une compétition, vraiment, diplomate contre IA, à savoir, et non pas qui négociaient entre eux, mais au niveau de la capture et l'analyse d'informations sur des cas. Il y avait un cas d'otage, il y avait un cas de migration et un cas d'accès humanitaire. Et on est arrivé à un coefficient entre, bon, si on est entre 0 et 100, 100, ce serait une corroboration totale. On est arrivé à 85 et on a fait une étude qualitative sur les 15 qui restent. Et la grande majorité des praticiens ont considéré que l'IA était supérieure à leur analyse. Et c'est simplement parce que c'est des modèles de langage et ils sont excellents, mieux que les humains, à gérer des grandes quantités de data.
Hein? Donc, au niveau technologie, il n'y a pas de souci. La technologie est là, elle va continuer de se développer. C'est plutôt au niveau des praticiens qui voient dans leur pratique des éléments essentiels au niveau de l'analyse, au niveau de la capture de l'information, qui voient ça comme vraiment une partie intime de leur travail de diplomate, de négociateur, et qui sont confrontés à comment on va intégrer une machine qui va prendre cette partie et qui va l'augmenter. Hein? Et là, c'est tout un défi. Hein? C'est un défi d'adoption plutôt qu'un défi de technologie. Et vraiment, on pourra en parler à l'extérieur. C'est l'essentiel de la recherche en ce moment et sur l'adoption plutôt que le développement de nouvelles technologies. Maintenant, est-ce que les databases sont genrées? Est-ce que les databases ont une sensibilité vis-à-vis certaines injustices, vis-à-vis certaines voix qui manquent? Je dois dire, comme les collègues ont dit, l'intelligence artificielle n'a pas d'humeur, n'a pas de priorité, n'a pas d'émotion. L'intelligence artificielle fait ce qu'on lui demande. Hein? Et c'est aux usagers d'équiper leur banque de données et leurs instructions avec les éléments qui veulent mettre l'emphase. En particulier, et moi je suis persuadé que du rôle des femmes en négociation, une approche genrée peut donner des résultats beaucoup plus prometteurs que non genrés, et on doit donc intégrer dans cette banque de données cette capacité. Mais maintenant, ce qu'il faut voir, c'est quand elle est intégrée dans la banque de données, est-ce qu'on a toujours besoin des femmes? Une grande question. Voyez? Quand on a intégré une voix minoritaire, est-ce qu'on a toujours besoin de la minorité au niveau de la table de négociation? Vous voyez, ça va des deux côtés. Ça remet en question les rôles, hein, parce que ça déconstruit ces rôles, ça déconstruit les identités, et c'est à suivre pour voir comment on va pouvoir opérer et garantir une forme de représentation de ces voix à la table de négociation. Merci. Merci beaucoup. On voit que les développements technologiques nous ramènent à des questionnements fondamentaux, philosophiques. Le rôle ingrat de la modératrice et de mettre un terme aux discussions, là où juste au moment où on sentait qu'on allait débloquer. Mais je veux qu'on prenne un moment pour remercier très, très chaleureusement nos panélistes. Ça a été un privilège de modérer cette discussion-là. Maintenant, on cède la parole. Il y a Caroline Doyon, qui est la directrice adjointe de l'IEM, qui va venir nous dire un mot de clôture, et je crois qu'elle est accompagnée de M. François Gérin-Lajoie. Alors, je vous cède la parole, et puis je vous remercie de votre attention. J'ai la tête grosse de même, là. Avec la session d'hier puis celle d'aujourd'hui. Alors, remerciements puis félicitations à l'IEM pour ces 4e rendez-vous Gérin-Lajoie. Et félicitations également au reste des commanditaires et aux autres qui participent à cet événement. Je veux mentionner la Croix-Rouge, l'OCA, la Faculté de sciences politiques et de droit de l'UQAM et Oxfam. Donc, comme je vous ai dit, j'ai bien suivi la présentation hier et aujourd'hui. On a eu 2 animatrices incroyables, Mme Sophie Rondeau et puis hier Marie-France Bazot. Et je ne peux que dire 2 mots qui ne vont pas nécessairement ensemble, mais qui ont été dits hier puis qui peuvent être répétés aujourd'hui. Tout ce qu'on entend est apeurant et, d'un autre côté, rassurant. Commençons par rassurant. Rassurant pourquoi? Parce que Geneviève Nguyen, hier, au Conseil de l'innovation, nous a dit que le Québec était la 7e force gouvernementale à bien comprendre et analyser l'intelligence artificielle. C'est quand même quelque chose. Bon, épeurant, bien là, vous avez entendu plein de trucs depuis hier, à partir du fait que le monsieur Aviation nous a dit qu'à un moment donné, il y avait 100 pilotes au-dessus du Moyen-Orient qui avaient perdu leur écran et qu'ils avaient un écran noir pendant quelques minutes. Aussi le fait qu'on a entendu qu'effectivement, ChatGPT n'aurait plus rien à manger en 2026. Est-ce qu'on pourrait lui donner M. Aviation comme amuse-gueule? Peut-être. Il faut penser à tout ça. Et c'est cette façon-là qu'on l'entend aussi. Bon, l'autre chose qui a été pour moi une surprise,
et vous, Madame Amélie, vous nous avez parlé tantôt, Maître Amélie, vous nous avez parlé tout à l'heure, vous me l'avez dit, qu'effectivement, au niveau de l'armée, vous nous avez parlé de cette série de films-là qui, juste à leur prénom, nous font un petit peu peur. Mais on nous a dit aussi hier que ce que ça prend comme énergie pour l'intelligence artificielle, tout de suite, là, c'est pratiquement à l'encontre de l'environnement. Alors ça, c'est tout de suite, là, un enjeu très important sur lequel il va falloir aussi se pencher. Alors, merci beaucoup aux panélistes aujourd'hui et à ceux d'hier. Et finalement, je vais vous parler un petit peu de Paul Gérin-Lajoie. Pourquoi pas? Pourquoi existent aujourd'hui les rendez-vous Paul Gérin-Lajoie, les rendez-vous Gérin-Lajoie? Sachez que mon père, dès l'âge de 6 ans, son père, lui, Henri, qui était avocat, l'a abonné à un club de philatélie. Et à partir de ça, à 6 ans, papa s'est fait une map monde sur laquelle il allait coller tous les timbres qui lui arrivaient par la poste. Et de là, il s'amusait à essayer de comprendre tous les problèmes qu'il y avait au niveau des frontières entre chacun de ces pays-là. Ça lui a donné un éveil exceptionnel, évidemment, à l'international. La deuxième des choses, il était boursier Rhodes à l'âge de 16 ans. C'était la guerre. Il s'est rendu avec ma maman par la suite, évidemment, à Oxford. À Oxford, comme il était curieux et qu'il fallait qu'il voyage un peu, il est devenu journaliste pour Le Devoir. Il est devenu également correspondant pour la CBC. Alors, ça lui a permis de voyager, d'apprendre d'autres langues aussi au niveau de l'Europe, effectivement. Et finalement, sa maîtrise, son doctorat, était sur les amendements au niveau du droit constitutionnel au Canada. Alors, de là, en fait, 1 + 1 égale quoi? C'est comme ça qu'éventuellement, la doctrine Gérin-Lajoie a pu voir le jour, a pu naître. Alors, je voulais juste vous dire que si aujourd'hui on a les rendez-vous Gérin-Lajoie, c'est beaucoup à cause, évidemment, de l'origine de Paul Gérin-Lajoie et de son adolescence. Et par la suite. Non, laissez-moi me parler un petit peu de la Fondation Paul Gérin-Lajoie, qui va très, très bien. On a profité de la pandémie. Nous, on est maintenant dans 11 pays africains. On veut retourner aussi, on veut avoir un siège en Haïti, c'est sûr. On a 6 bureaux maintenant du côté de l'Afrique. Et on est très, très, très actifs, évidemment, comme vous le savez, au niveau de la valorisation de la langue française. Tout le monde a passé, ou à peu près, par la dictée PGL. Et maintenant, on a la dictée PGL de la francophonie au niveau des entreprises, des municipalités et aussi au niveau des universitaires. Et cette année, même au niveau Brunswick, il y a 250 fonctionnaires du ministère de l'Éducation qui vont participer à la dictée PGL de la francophonie. Alors, je voulais vous dire ça. Et pourquoi je tiens beaucoup à vous le dire aujourd'hui? Parce que je veux que vous alliez vous inscrire. Pourquoi? Parce que cette année, la thématique, c'est quoi? C'est l'intelligence artificielle. Et on a développé, avec l'Office québécois de la langue française, avec les HEC et avec, en partie aussi, l'UQAM, on a développé un site qui se veut préparatoire à la dictée qui va avoir lieu à la Caisse de dépôt vendredi prochain, le 1er mars. Allez voir ça. Allez sur le site des HEC, sur le site de l'OLQF. Vous allez adorer ça. C'est un exercice qui dure à peu près une demi-heure. Alors, au lieu de parler de cloud, on va parler d'info-nuage. Un peu comme dans les années 60, on parlait de bumper, wiper. Tout est en anglais, mais maintenant, tout est en français. Allez voir ça. Vous allez adorer ça. Ça va vous prendre à peu près 20-25 minutes. Bon, finalement, je voulais juste vous dire que le legs de Paul Gérin-Lajoie, son patrimoine, est bien pris en charge par la famille. Il y a un conseil de famille qui gère, qui est au-dessus de la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Et ce conseil de famille travaille très, très fort en ce moment pour que tout l'héritage et le patrimoine de Paul Gérin-Lajoie soient sauvegardés. Il me reste plus juste à dire, François, longue vie au rendez-vous Gérin-Lajoie. Voilà. Alors, c'est ainsi que se termine ce deuxième événement des Rendez-vous Gérin-Lajoie 2024. Merci beaucoup, François Gérin-Lajoie, d'avoir été des nôtres pour cette allocution de clôture qui rend hommage à votre père et qui, en effet, sans lui, il n'y aurait pas les Rendez-vous Gérin-Lajoie d'aujourd'hui. Un merci spécial également donc, à notre modératrice, Sophie Rondeau, et à nos 3 généreux panélistes du panel. Alors, une bonne main d'applaudissements pour tous nos intervenants.
Certains d'entre vous, vous êtes peut-être déjà inscrits pour notre prochain événement qui aura lieu dans environ 30 minutes dans cette même salle. L'événement affichant complet, on demanderait aux personnes qui n'auraient pas eu l'occasion de s'inscrire au préalable de malheureusement nous suivre en ligne peut-être pour le prochain événement. On s'attend vraiment à ce que la salle soit à nouveau remplie. Profitez tout de même du café et puis des boissons à l'arrière de la salle pour cette pause café. Puis au plaisir de vous voir dans les prochains événements des Rendez-vous Gérant la Joie. Merci.